Pour chaque objet, on dit qu'il existe au moins une personne sur Terre qui ressent de l'attirance. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce Sud-Coréen qui a décidé d'épouser un coussin manga, ou de cette Américaine qui s'est mariée à la Tour Eiffel. L'inverse est sans doute également vrai. Pour certains, les objets les plus anodins peuvent revêtir une dimension terrifiante, susciter une peur irrationnelle, incontrôlable, qui leur donne l'impression qu'ils sont sur le point de mourir ou de devenir fous. La vue d'une seringue, d'une structure gigantesque ou du chiffre 13 les plonge dans la terreur la plus absolue. Dans cette vidéo, nous allons explorer le royaume des phobies, ces troubles anxieux dans lesquels un objet ou une situation suscite une peur exagérée et démesurée par rapport au danger réel qu'il représente. Nous allons aussi nous intéresser à la peur elle-même et à ses mécanismes, un sujet que je trouve particulièrement fascinant. Dans Anatomie de l'horreur, Stephen King écrit « Je pense que nous sommes tous des malades mentaux. Ceux d'entre nous qui ne sont pas internés cachent leur folie mieux que les autres, voilà tout. Et d'ailleurs, ils ne la cachent pas toujours très bien. Nous connaissons tous des gens qui parlent tout seuls, des gens qui font parfois d'horribles grimaces quand ils croient que personne ne les regarde, des gens qui éprouvent une phobie pouvant les conduire à l'hystérie, la peur des serpents, du noir, des lieux clos, des hauteurs, sans oublier bien entendu de ces asticots qui attendent patiemment sous terre le moment où ils participeront au grand festin de la vie. Ce qui mange sera un jour mangé. Le maître de l'horreur met ainsi le doigt sur le dénominateur commun à toutes nos peurs, une expérience universelle liée à notre condition d'être humain, l'angoisse de la mort. C'est dans cette crainte fondamentale que germent les phobies et que s'enracinent les réactions primitives de la terreur. Sueur froide, palpitations, réaction de fuite ou paralysie. La peur dérive de notre instinct de conservation. Elle est indispensable à notre survie. Elle se loge au plus profond de notre être. Nous connaissons tous des craintes, des inquiétudes et des angoisses, à des degrés variés. Certaines peurs sont pour nous comme un murmure qu'on parvient presque à ignorer, tandis que d'autres sont semblables à une sirène qui nous plonge dans un effroi indicible. Elle nous submerge comme la nuit recouvre le monde et nous plonge dans un océan d'obscurité, semblable en tout point à celui de l'espace infini ou aux abysses des profondeurs marines. Un endroit où croisent des animaux inconnus, difformes, infernaux. Nous allons pénétrer dans le royaume de la terreur, alors installez-vous bien au chaud, avec quelque chose de réconfortant à boire ou à manger. Surtout, éteignez bien les lumières. En particulier si vous avez gardé en vous une once de cette peur quasi universelle qu'est la peur du noir. Nous allons plonger dans l'iceberg de nos peurs et phobies les plus profondes. Cet iceberg s'organise en 5 niveaux, qui vont des phobies les plus communes jusqu'aux peurs les plus étranges et cauchemardesques. Chaque niveau entre la surface et les abysses est consacré à un thème. Le deuxième niveau regroupe les phobies existentielles, telles que la thalassophobie, la mégalophobie ou la mélanohéliophobie, la phobie des trous noirs. Le troisième niveau regroupe les phobies les plus insolites et surprenantes et celui juste en dessous, les peurs les plus rares et les plus étranges. On va couvrir en tout plus de 80 phobies, un éventail très large mais néanmoins loin d'être exhaustif. Vous y croiserez peut-être la vôtre, la chose qui vous terrifie et qui vous tient éveillé la nuit. Donc si vous voulez la repérer et la skipper, sachez que tous les timecodes sont dans la description. Sans plus attendre, on s'attaque à la surface de l'iceberg avec ce qui constitue la peur la plus connue de toutes, celle du noir, et qu'on appelle dans son expression pathologique la nyctalophobie. Par bien des aspects, l'obscurité symbolise la peur elle-même. Elle nous plonge dans un environnement où règne l'inconnu. Dans le noir, nous nous sentons vulnérables. Qui se trouve avec nous dans cette pièce plongée dans les ténèbres? Y a-t-il une présence qui nous guette depuis un coin du mur? Et si je pose le pied au bas de mon lit, maintenant, une main griffue et froide risque-t-elle de me saisir la cheville? Dans le noir, nous imaginons le danger, même s'il est complètement irrationnel et que nous savons bien, au fond, que non, il n'y a rien à craindre. Cela ne fait pas disparaître pour autant le sentiment d'inconfort que beaucoup, même adultes, peuvent ressentir dans le noir. Surtout lorsqu'on regarde un bon film d'horreur bien terrifiant, type L'Exorciste ou Hereditary. Dans le noir, on s'imagine facilement devenir la proie de quelque chose. Peut-être un criminel,
Imaginez qu'un désaxé comme Ted Bundy vous observe d'un recoin de la pièce, alors que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Qu'il s'approche sans un bruit derrière vous puis vous tapote l'épaule, en souriant à l'idée des tortures qu'il va vous infliger. Cette peur fondamentale du noir est aussi celle ancestrale des prédateurs, des bêtes sauvages, pour certaines dotées de vision nocturne et qui pouvaient nous tomber dessus sans prévenir. Un loup, un tigre, une hyène ou une autre créature menaçante, sans état d'âme, qui vous chasse de façon très prosaïque pour votre viande, pour se nourrir. Ce qui mange sera mangé un jour. La peur du noir renvoie à la fragilité de notre existence, à notre vulnérabilité constitutive, au fait que nous pouvons devenir ou redevenir une proie, et que le danger peut surgir de n'importe où, sans prévenir, sans qu'on l'ait vu arriver. Dans le noir, notre sens le plus important est neutralisé, rendu inutile. Cette peur primaire est, pour toutes ces raisons, la mieux partagée, la plus évidente et parfois la plus terrifiante, par le pouvoir de notre imagination et les horreurs dont elle tente à peupler chaque recoin d'obscurité. Tous les enfants, ou presque, connaissent la peur du noir, au point qu'ils demandent à dormir avec une veilleuse ou à ce que leurs parents inspectent les placards de leur chambre, histoire de s'assurer qu'ils n'abritent pas un croque-mitaine. Cette angoisse est censée s'effacer en grandissant. C'est lorsque ce n'est pas le cas et que la peur du noir devient handicapante qu'on parle de nyctalophobie. Pour le nyctalophobe, l'exposition aux ténèbres suscite des symptômes physiques semblables à ceux d'une crise d'angoisse. Accélération du rythme cardiaque et de la respiration, tremblements, spasmes, nausées, sensations de vertige, de boule au ventre et de mal-être général. Souvent, l'imagination se débride et suggère des choses surnaturelles, sanglantes ou monstrueuses, tapies dans l'obscurité. Le fait d'être étendu dans son lit dans le noir peut aussi donner au nyctalophobe l'impression d'être allongé dans un cercueil. La phobie du noir a des conséquences sur la vie quotidienne de celui ou celle qui en souffre. Souvent, son sommeil est de mauvaise qualité. Le nyctalophobe a des difficultés à s'endormir ou cherche à veiller le plus longtemps possible. Lorsqu'il dort avec un conjoint, la nécessité de laisser une lampe allumée peut être source de friction au sein du couple. Enfin, la vie sociale elle-même peut être impactée, puisque l'individu atteint de cette peur panique évite les cinémas, théâtres, salles de concert et autres lieux de rassemblement plongés dans l'obscurité. Les conséquences de ce trouble anxieux sont réelles, à la fois en termes de ressenti, mais aussi de par les stratégies d'évitement que met en place le phobique. Ces deux caractéristiques sont d'ailleurs communes à toutes les phobies. Mais pour finir sur une note plus lumineuse, il faut savoir et se rappeler une chose. Les phobies se soignent bien, et même très bien pour la plupart, notamment grâce aux thérapies cognitives et comportementales. Je vous ai d'ailleurs laissé quelques liens et ressources dans la description si cela peut vous être utile et vous aider à mieux supporter lorsque les lumières s'éteignent. Après la peur du noir, on va s'intéresser à une autre peur extrêmement répandue, l'acrophobie, qui est la peur du vide et des hauteurs. Celle-ci a été mise en scène de manière très efficace dans le film Sueur froide, avec des effets de caméra qui ont marqué l'histoire du cinéma. Elle se rattache aussi à la peur de la chute, avec tout ce que cela comporte d'horrible. La sensation de perdre tout contrôle sur son corps, de devenir une masse soumise aux lois de la gravité, un objet sans aucune volonté. D'ailleurs, dans le film The House That Jack Built, elle devient une forme de punition infernale. Attention, si vous n'avez pas vu ce film d'horreur, je vais parler de la scène de fin, donc vous pouvez avancer la vidéo de 30 secondes environ pour éviter tout spoiler. On continue. Le film met en scène un tueur en série qui, à la fin de sa vie de crime, est entraîné dans les enfers. Le personnage de Verge, ou Virgile, joué par Bruno Ganz, lui offre le choix de suivre un chemin périlleux pour s'échapper. Jack tente le coup et, incapable d'y parvenir, se condamne lui-même à une chute éternelle, infinie, dans un puits sans fond. Et l'idée que cette punition soit pire que les tortures de l'enfer classique a quelque chose de vraiment dérangeant. Dans sa forme la plus extrême, l'acrophobie toucherait entre 2 et 5% de la population mondiale. Mais dans ses expressions moins sévères, elle concernerait plus d'un quart de l'humanité. Les individus souffrant de cette phobie redoutent de se retrouver en hauteur dans une position où ils se sentent susceptibles de tomber. Se tenir au bord d'un précipice, regarder en bas depuis un balcon élevé ou rouler sur une route de montagne le long d'un ravin sont des exemples de situations extrêmement anxiogènes pour eux. Confrontés à leur peur, ils éprouvent des symptômes phobiques classiques. Palpitations cardiaques, transpiration, tremblements, auxquels s'ajoutent des étourdissements, une attirance irrésistible et terrifiante vers le vide ou encore des sensations de vertige. Il faut d'ailleurs souligner au passage que l'acrophobie et le vertige ne sont pas synonymes. Le vertige est en effet une sensation de mouvement ou de rotation, le plus souvent liée à des déséquilibres dans l'oreille interne, et il peut survenir même lorsqu'on ne se trouve pas en hauteur.
L'anxiété ressentie par l'acrophobe peut dans certains cas se transformer en véritable crise de panique, avec des sensations d'étranglement, des douleurs thoraciques, des nausées, une peur intense de mourir et l'impression de devenir fou. Ces crises durent typiquement de 20 à 30 minutes, pendant lesquelles la personne peut tenter d'adopter une position de sécurité, en s'asseyant sur le sol ou en s'agrippant à un mur ou un objet stable. Comme les autres phobiques, les acrophobes évitent autant que possible les situations qui déclenchent leur peur. Toutefois, lorsqu'ils y sont confrontés, ils recourent souvent à des stratégies dites contraphobiques, comme emporter avec eux un objet ou un vêtement porte-bonheur. Et si, personnellement, je ne suis pas spécialement atteint par cette phobie, j'avoue qu'il y a quand même certaines situations qui m'angoissent et que je préfère éviter. Par exemple, je déteste rouler le long d'un précipice en montagne. Ça m'est déjà arrivé de le faire en bus lors d'un voyage scolaire. Et là tu te dis, il suffit qu'il fasse un petit écart et hop, on se retrouve 500 mètres plus bas. Je ne sais pas pour vous, mais c'est le genre de situation qui me met vraiment ultra mal à l'aise. D'après les psychologues, l'origine de cette peur des hauteurs et du vide pourrait être génétique. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de peurs face à des choses ou des situations objectivement dangereuses. On peut alors parler d'une aversion adaptée, puisqu'elle incite à un comportement qui favorise la survie de l'individu. Par exemple, la peur du noir, de l'eau, des serpents ou du vide aurait constitué un avantage évolutif pour ceux qui la ressentaient. Ce caractère se serait ensuite transmis à leurs descendants, plus nombreux que ceux qui ne ressentaient pas ces peurs, et qui donc mouraient plus facilement en chutant, en se noyant ou en se faisant mordre par des animaux venimeux. Et en parlant d'animaux, on va maintenant se pencher sur l'arachnophobie, qui est la peur des araignées et des arachnides, parmi lesquels on compte les scorpions mais aussi les acariens. Bref, des bestioles qui souvent sont perçues comme répugnantes et effrayantes. Mais qu'est-ce qui nous dégoûte autant chez elles? Est-ce que ce sont leurs 8 pattes, leurs myriades d'yeux super étranges, l'étoile soyeuse mais synonyme de crasse qu'elles tissent, ou le venin mortel que certaines d'entre elles sécrètent? C'est peut-être un peu tout cela à la fois. Ce qui est sûr, c'est que la peur des araignées a fait les beaux jours du cinéma comme celui des réseaux sociaux. Perso, j'ai toujours eu la phobie de me faire piquer le derrière en allant aux toilettes. Le jour où je visiterai l'Australie, je ferai encore 10 fois plus attention vu le nombre de créatures venimeuses qui y traînent, comme la veuve noire à dos rouge, qu'on trouve communément dans les jardins et qui ne mesure pas plus d'1 centimètre, mais qui est capable de tuer d'une simple morsure. Il y a encore plein d'autres spécimens locaux, très jolis ou cauchemardesques, cela dépend du point de vue, qui peuplent les diverses régions du pays des kangourous, tels que l'araignée à toile entonnoir de Sydney, l'araignée à queue blanche ou l'araignée souris. Cela dit, je vous rassure, le nombre de morts causées par des araignées en Australie reste très faible. Depuis 1981, on n'a recensé qu'un seul cas, survenu en 2016. D'ailleurs, au niveau mondial, l'animal le plus dangereux reste de très loin le moustique, puisqu'il cause chaque année entre 700 000 et 1 million de morts, principalement en Afrique et en Asie, dans les régions où la malaria est endémique. Mais revenons-en à nos amis arachnides. La peur des araignées a sans doute des origines génétiques, comme la peur du vide ou celle du noir, mais elle est également véhiculée par la culture populaire. Au Moyen-Âge, on pensait par exemple qu'elle transmettait des maladies. En Italie, du côté de la ville de Tarente, la morsure de la tarentule était supposée transmettre la tarentine, une maladie qui causait des malaises, de la dépression, des délires et des douleurs musculaires. Pour soigner le tarentisme, les villageois dansaient la tarentelle, une danse traditionnelle en cercle. Et moi, tous ces tarants quelque chose, ça me fait penser à Tito y Tarentula, le groupe de rock qui joue dans Une nuit en enfer avec leur banger After Dark. Si vous souffrez d'arachnophobie sévère ou que vous vivez avec quelqu'un qui est atteint de ce trouble, vous connaissez sans doute les symptômes. Cris, palpitations, gesticulations, paralysie ou, au contraire, fuite précipitée. Lorsqu'un arachnophobe se retrouve face à l'objet de sa phobie, il éprouve un véritable sentiment de panique. L'idée d'approcher la bête, d'interagir avec elle pour la faire fuir ou l'écraser est une source de pensées et de scénarios terrifiants, où il imagine l'araignée lui remonter le bras, le piquer, voire lui sauter au visage pour lui planter ses crocs dans la figure. Cette angoisse constitue une véritable gêne au quotidien, puisque le phobique inspecte systématiquement ses environs, canapé, dessous de lit, cuvette des WC, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'arachnide qui s'y cache, tapis dans un recoin. Cela le mène aussi potentiellement à éviter certaines activités comme le camping ou les voyages en Australie. L'obsession peut devenir telle que le phobique devient une sorte de spécialiste des araignées à force de se renseigner à leur sujet. Heureusement, cette phobie se soigne, comme toutes les autres, notamment par la désensibilisation progressive qui passe par une exposition de plus en plus rapprochée aux araignées. Sinon, vous connaissez cette statistique qui dit qu'au cours de notre vie, on avale en moyenne 7 araignées durant notre sommeil?
Voilà du bon carburant à cauchemar. Je sais pas qui a inventé cette histoire. D'après un article de Ouest France, il s'agit d'une chroniqueuse allemande qui voulait démontrer la crédulité des internautes, mais franchement c'est abusé. Ça me rappelle cette histoire d'un mec qui rêve qu'il est en train de mâcher un chewing-gum et qui se réveille car son chewing-gum a un goût dégueulasse. Et en fait il se rend compte que... Bon allez, j'arrête là, c'est une histoire que je viens d'inventer en mode gros bullshit. En vrai, perso, je ne suis pas très à l'aise avec les araignées, mais faut reconnaître qu'à la maison, ce sont de bonnes alliées pour nous les humains, puisqu'elles se nourrissent des moustiques qui sont beaucoup plus dangereux qu'elles. Allez, je le dis, merci et bien joué l'araignée. On va maintenant parler de la publiphobie, qui est la phobie des publicités. Qu'il s'agisse des pubs télé, des panneaux d'affichage ou par extension des sponsors sur YouTube. Comme celle pour Holzkern par exemple, une entreprise autrichienne qui offre une gamme de montres, bijoux et lunettes de soleil en matériaux originaux et naturels. Une marque qui, vous l'avez deviné, est le sponsor de cette vidéo et qui me permet d'avoir la classe internationale avec cette magnifique montre Singapour en érable et marbre bleu. Un des modèles parmi la gamme de plus de 1000 designs proposés par la maison. Bon, la publiphobie n'est pas véritablement une phobie au sens d'un trouble anxieux, mais plutôt une aversion pour la publicité, surtout quand elle est répétitive et barbante. Par exemple, si je vous dis qu'Holzkern compte plus d'1 million de clients heureux, 150 employés, 10 magasins physiques en Europe et qu'ils utilisent 50 matériaux naturels différents pour créer leur design, vous pourriez me dire que c'est intéressant. Mais pas autant que de savoir qu'ils viennent du même pays qu'Arnold Schwarzenegger qui, à lui seul, a contribué à développer la robophobie et la technophobie. Mais Holzkern ne sont pas du tout dans le même mood synthétique et destructeur que le Terminator. Au contraire, ils basent leur gamme de produits sur des matériaux naturels, des bois, des pierres, des éléments qui rappellent la forêt des Alpes, les douces odeurs des ruisseaux d'été, les murmures du vent dans les branches des arbres et qui aspirent à reconnecter l'homme à son environnement et à la terre. Bon, ça c'est le côté un peu lyrique de la pub pour rendre sensible le message porté par la marque, qui est basé sur l'authenticité, la beauté des matériaux et l'amour de la nature. Chaque modèle est unique dans la mesure où il est en partie fabriqué avec des éléments naturels qui sont eux-mêmes uniques. Il n'y a donc pas une seule montre ou paire de lunettes Holzkern qui soit exactement la même. Vous remarquerez là encore que ça se différencie complètement du T800 qui lui était produit en série. Avec les accessoires de la marque, vous portez un morceau de nature sur vous. Une manière simple de vous rappeler de prendre du temps pour vous et de vous recentrer sur les choses qui comptent vraiment. Et avec mon code en description et dans le commentaire épinglé, vous bénéficiez de 15% de réduction sur l'ensemble du site. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et choisir parmi les gammes de montres, bijoux, lunettes de soleil et sacs, celui qui vous permettra de ne plus jamais souffrir de George Abitbolophobie, la peur de ne pas être aussi classe que George Abitbol, l'homme le plus classe du monde. On continue sur notre lancée des animaux les moins aimés avec la musophobie, qui est la peur exagérée des rats et des souris. Les hommes entretiennent un rapport à la fois très intime et très conflictuel avec ces rongeurs, dont la prolifération en fait de véritables nuisibles, qui dégradent les habitats, se nourrissent de nos réserves et stocks de nourriture et transmettent des maladies, ce qui pour le coup, et à la différence des araignées, est loin d'être un mythe. Les rats sont connus pour être porteurs de la rage, de la tuberculose ou de la salmonellose, et pour être à l'origine des épidémies de peste qui ont ravagé l'Europe au Moyen-Âge. De plus, ils peuvent être agressifs lorsqu'ils se sentent menacés et donc attaquer et mordre. L'image d'un gros rat infecté par des maladies contagieuses qui s'apprête à vous sauter au visage a quelque chose de très clairement cauchemardesque. Mais il faut reconnaître qu'on les décrit aussi comme des animaux très intelligents. Ils sont d'ailleurs très proches de l'homme sur le plan génétique, puisqu'on partage avec eux 90% de notre ADN. Et s'ils font cauchemarder certains, d'autres en font des animaux de compagnie, ou des héros très mignons comme dans Ratatouille, Tom et Jerry et de nombreux autres dessins animés. Ce sont ces dessins animés d'ailleurs qui ont souvent mis en scène la musophobie de certains personnages, classiquement plutôt des femmes qui grimpent sur une chaise en hurlant à l'aide dès qu'elles aperçoivent un rongeur. Au-delà de ce cliché, les symptômes éprouvés par les musophobes ressemblent beaucoup à ceux des arachnophobes. L'imagination et l'anticipation du phobique jouent ainsi un rôle primordial, et lorsqu'il voit un rongeur ou simplement imagine en rencontrer un, la machine à scénario peut s'emballer. Il se figure des attaques, des morsures mortelles, des maladies répugnantes. Limite pire que les singes rats dans Brain Dead. Si vous avez vu le film, vous savez pourtant qu'elles sont bien masterclass dans l'horreur, ces saletés de bestioles. Pour le musophobe, la vue d'une petite souris peut amener à faire dératiser l'ensemble d'un logement, par peur de l'infestation. Comme dans l'arachnophobie, l'individu atteint de ce trouble va procéder à des vérifications régulières pour s'assurer qu'il n'y a pas de rats dans les parages et il va éviter les lieux où on en croise plus facilement, que ce soit les sous-sols, les greniers ou les caves, mais aussi des endroits comme les métros, les parcs publics, etc. Et j'ai envie de dire limite toutes les grandes villes. Partout où on trouve des hommes, on trouve aussi des rongeurs.
Que ce soit les rats des villes qui traversent au KLM les rues de Paris, de New York ou de Calcutta, ou les rats des champs, gerboises et autres souris blanches ou grises. Le fait est qu'on a sans doute tous croisé un jour un de ces animaux. Ceux qui ont cette phobie supportent très mal l'idée pourtant indéniable qu'à moins de quelques dizaines de mètres de vous, en ce moment, il y a sans doute des rats et des souris qui pullulent. Et ça, on ne peut pas y faire grand chose. Quoiqu'il y a un endroit, l'Alberta au Canada, qui se targue d'être la seule province du pays libre de rats. Et ce, depuis qu'elle a mené une campagne intensive d'extermination de ces rongeurs dans les années 1950. L'histoire est d'ailleurs plutôt intéressante. Les premiers surmulots ou rats d'égout, qui ne sont pas présents naturellement dans la province, ont été repérés dans une ferme en 1950. Inquiets des conséquences sanitaires, les autorités de l'Alberta ont décidé de lancer une grande campagne de dératisation, avec posters et pamphlets pour sensibiliser les populations. Le programme a été un succès et on peut voir que le nombre d'infestations a drastiquement baissé depuis les années 50 pour devenir quasi négligeable aujourd'hui grâce à l'effort continu des autorités et de la population. L'Alberta est un petit paradis pour musophobes en fait. Là-bas, tout le monde est en état d'alerte maximum dès qu'ils aperçoivent un rongeur, et la menace est prise ultra au sérieux. En 2021, les services de contrôle ont repéré 31 rats, le chiffre le plus élevé depuis 2015. 31 rats par an, tabarnak, c'est probablement moins que l'immeuble dans lequel je vis. Ah oui, et pour la petite anecdote, en Alberta, il est illégal de posséder ou d'importer des rats, même des rats de compagnie. Les seules exceptions, ce sont pour les rats blancs et uniquement dans le cadre des laboratoires et autres institutions de recherche. Pour les particuliers, aucune espèce de rat n'est tolérée. Il est d'ailleurs déjà arrivé que des individus qui ne connaissaient pas la loi en ramènent dans l'État. Je n'ai pas réussi à trouver les sanctions exactes imposées dans ce cas de figure, mais je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que ça s'est mal fini, à minima, pour les animaux importés illégalement. Je vous invite maintenant à ne pas vous ronger les sangs, car on va parler de l'hématophobie, qui est la peur de l'hémoglobine. Je suppose que pour ceux qui en souffrent, une scène comme celle de l'ascenseur dans Shining doit être difficilement supportable. Enfin, à vrai dire, même quand on ne souffre pas spécialement d'hématophobie, cette scène n'a rien de très plaisant, comme celle des jumelles ultra creepy dans les couloirs, ou celle de la vieille dans son bain au fond de la suite 237. Merci pour les cauchemars, Kubrick. L'hématophobie a une particularité unique. À côté des symptômes d'angoisse qu'on retrouve dans beaucoup d'autres phobies, elle est la seule à induire un ralentissement cardiaque et une chute de la pression artérielle, qui peuvent aller jusqu'au malaise vagal et à l'évanouissement. Si vous connaissez quelqu'un qui tourne de l'œil à la vue du sang, vous savez désormais pourquoi. Heureusement, ce symptôme extrême n'est pas systématique et l'hématophobie, comme toutes les autres phobies, peut exister à différents degrés. Certains ne sont affectés que lorsqu'ils voient leur propre sang, tandis que d'autres plus sensibles sont incapables de regarder ne serait-ce qu'une vidéo montrant une perfusion. Souvent, cette phobie est liée à la trypanophobie, la peur des piqûres et des injections. Cela amène les phobiques à éviter à tout prix les hôpitaux, ce qui peut avoir des conséquences potentiellement graves et compliquer leur prise en charge médicale. Les causes de l'hématophobie sont difficiles à cerner, mais au-delà des traumatismes individuels ou des mécanismes psychologiques ancestraux, il faut noter que la symbolique du sang est particulièrement forte. Ce liquide symbolise à la fois la vie et la mort. Lorsqu'il s'échappe de nos veines, c'est comme si la vie quittait notre corps. Ce trouble anxieux est donc souvent lié aussi à la thanatophobie, une crainte de la mort dont nous reparlerons en nous enfonçant dans l'iceberg. L'hématophobie peut être aussi liée à une autre peur, l'acmophobie ou la crainte des objets pointus. Cette phobie peut se manifester de différentes manières, comme la bélénophobie, qui est la peur des aiguilles. Mais de manière générale, l'acmophobe redoute tous les objets susceptibles de blesser ou de couper la peau. Couteaux, ciseaux, rasoirs, et même les objets moins dangereux, comme la pointe d'un crayon ou la tranche d'une feuille de papier. Les réactions causées par la vue de ces objets a priori inoffensifs est un exemple de la disproportion entre la panique que ressent le phobique et la dangerosité réelle d'un objet ou d'une situation. De manière rationnelle, la personne sait qu'il n'y a pas grand-chose à craindre, mais elle n'en est pas moins submergée par la peur, avec une sensation de menace pour son intégrité physique ou mentale. C'est là qu'il me semble intéressant de faire une petite parenthèse sur les mécanismes physiologiques de la phobie. Plusieurs circuits cérébraux sont impliqués dans la gestion de ces émotions, en particulier l'amygdale qui joue un rôle prépondérant dans la perception et l'évaluation des menaces. Lorsqu'elle identifie une menace, l'amygdale active le système nerveux sympathique qui déclenche la libération d'hormones du stress, notamment de l'adrénaline et de la cortisol. S'ensuit une série de réponses physiologiques, telles que l'augmentation du rythme cardiaque, une respiration rapide et des sueurs qui mettent le corps en état d'alerte et le préparent à une action immédiate. Autrement dit, elle met l'individu en mode alerte rouge, on va crever, faut faire quelque chose.
Le problème dans le cas des phobies, c'est que cette réponse est associée de manière erronée à un stimuli. Par exemple, la vue d'une feuille de papier, d'une banane ou d'un nombril. Le cerveau du phobique identifie ces choses inoffensives comme des dangers et il met en branle les réponses physiologiques qu'on vient de décrire. Même si les parties supérieures du cerveau, telles que le néocortex, tentent de rationaliser la situation, la terreur ressentie est bien réelle. C'est cela qu'il faut garder en tête lorsqu'on parle des phobies. Même si certaines phobies semblent absurdes vues de l'extérieur, les émotions ressenties sont identiques à celles que vous pourriez ressentir si vous étiez pourchassé par un maniaque armé d'un couteau de cuisine par exemple. Le stress, l'adrénaline, la sensation d'être en danger de mort sont bien réels dans les deux cas. Il y a juste une situation où c'est complètement justifié et une autre où la pauvre banane veut juste vivre sa meilleure vie sans que vous la mangiez. Voilà, fin de cette parenthèse qui reste bien évidemment une grossière simplification de mécanismes neurophysiologiques beaucoup plus complexes. Mais il me semblait que c'était important de l'aborder pour bien comprendre ce que sont les phobies et comment ces troubles psychiques plongent le corps dans un état de stress extrême. Cet état de haute tension, c'est ce que ressentent les astraphobes lorsqu'ils entendent gronder le tonnerre et voient tomber la foudre. Cette phobie des orages est commune chez les enfants, qui sont effrayés par le bruit du tonnerre, mais elle peut perdurer à l'âge adulte, ou encore survenir après un événement traumatique, comme une tempête, une inondation ou une autre catastrophe naturelle similaire. D'après certaines études, près de 10% de la population souffrirait d'astraphobie, à des degrés plus ou moins prononcés. Cette phobie, qui peut mener jusqu'aux crises de panique, possède certains symptômes qui lui sont propres. L'astrophobe a peur d'être foudroyé et il redoute le caractère incontrôlable et destructeur du tonnerre. À cause de cela, il porte une attention quasi constante au bulletin météo. Si un orage est annoncé, il ressent une grande anxiété et se prépare par exemple en fermant toutes les portes, fenêtres et volets de son logement. Quand la foudre se met à tomber, le phobique peut se cacher sous son lit, dans un placard, au sous-sol ou dans une autre pièce où il se sent plus en sécurité. Les personnes les plus atteintes par l'astraphobie souffrent aussi souvent d'autophobie, qui est la peur d'être laissé seul et abandonné. Cela les pousse à s'arranger avec leurs proches pour s'assurer de ne pas rester isolés pendant la tempête. Lorsque l'astraphobie est très prononcée, elle peut également conduire à une forme d'agoraphobie, où la personne refuse de sortir de chez elle de peur d'être prise sous un orage. Détail intéressant, l'astraphobie ne concernerait pas seulement les humains. Cette petite vidéo d'un ours vous en donne un aperçu, mais là où on constate le plus facilement la peur des animaux face au tonnerre, c'est avec les animaux de compagnie, à commencer par les chiens. De 15 à 30% d'entre eux souffriraient d'anxiété lors des tempêtes et orages, une chose que vous avez peut-être déjà remarqué si vous avez un chien chez vous. Leur sensibilité accrue aux sons et aux variations dans la pression atmosphérique pourrait expliquer en partie la peur qu'ils manifestent en cas d'intempérie. Sans transition, passons à l'entomophobie, qui est la peur irraisonnée des insectes. Ces créatures, qui constituent une bonne partie de la biomasse terrestre, se trouvent un peu partout, vaquant à leur vie d'invertébrés, qu'il s'agisse de manger des cadavres d'animaux plus imposants, de creuser des galeries sous terre ou de se livrer à d'impitoyables guerres entre colonies et espèces différentes. Pour les entomophobes, ces animaux sont une source de panique et d'anxiété aiguë. Certains ont la phobie d'une espèce en particulier, c'est le cas pour les myrmécophobes, qui craignent les fourmis, ou les lépidophobes, qui redoutent les papillons. D'autres trouvent au contraire que certaines catégories d'insectes sont moins effrayantes. Les papillons, justement, ou les coccinelles ont meilleure presse que les cafards, les mouches ou les cloportes. Et on ne va même pas parler des parasites, comme les puces ou les punaises de lit, qui ont de quoi donner des cauchemars à tout le monde, qu'on soit phobique ou non. L'entomophobie serait liée à une peur de la saleté et de la contamination. Les insectes sont vus comme des vecteurs de maladies, ce qui peut en effet être le cas, notamment avec les cafards qui contaminent l'environnement et la nourriture. Les blessures et la maladie peuvent également survenir des piqûres d'insectes, qu'on pense aux moustiques qui sont porteurs de la dengue ou de la malaria, ou encore aux tiques qui transmettent la maladie de Lyme. Les insectes sont nos amis, comme dirait l'autre, mais c'est parfois difficile de les aimer. D'ailleurs, j'ai une petite question, ces images ne vous mettent-elles pas au moins un tout petit peu mal à l'aise ? Perso, il y a un truc qui me titille quand je vois ces animaux en gros plan. Une fourmi vue de près, je trouve ça impressionnant et extrêmement malaisant. Un peu comme les acariens, qui sont aussi à l'origine de l'acarophobie, la peur des insectes microscopiques. Ce qui terrifie les acarophobes, c'est le fait que ces êtres minuscules pullulent sur notre peau. Ils se les imaginent qui festoient et s'infiltrent sous leur épiderme, causant des allergies, des démangeaisons et d'autres infections. Cette peur peut d'ailleurs dégénérer en véritable psychose avec le syndrome d'Elkbom.
Et là, attention, c'est hardcore, dans ce délire d'infestation parasitaire, qui survient le plus souvent chez des femmes âgées, le patient est persuadé d'avoir la peau infestée d'insectes ou de parasites. Le syndrome s'accompagne d'hallucinations visuelles ou tactiles, autrement dit, le malade voit et sent les insectes qui bougent sous sa peau. Il essaye souvent aussi de les faire sortir pour s'en débarrasser, ce qui mène à des lésions cutanées et autres horreurs dermatologiques. Bref, sur cette note réjouissante, je vous propose de quitter le monde des insectes pour nous intéresser à une autre zoophobie très répandue, la cynophobie, qui est la peur exagérée des chiens, et qu'il ne faut surtout pas confondre avec la cynophobie, qui s'écrit S-I-N-O et se prononce pareil, mais qui est la peur de la Chine. La phobie des chiens toucherait environ 15% de la population. Lorsqu'on sait qu'en France, près d'un foyer sur 4 possède au moins un chien et qu'on est susceptible d'en croiser à tous les coins de rue, on imagine le stress qu'éprouvent les personnes atteintes de cette phobie. Pour certains, les symptômes sont si forts qu'ils peuvent aller jusqu'à l'évanouissement. Et les stratégies d'évitement mises en place par ces personnes les mènent parfois à une forme de phobie sociale, où ils s'isolent de crainte d'être exposés à cet animal qui les terrifie. Souvent, cette peur intense des chiens est liée à un traumatisme remontant à l'enfance. Le phobique a vu quelqu'un se faire agresser ou il s'est lui-même fait poursuivre ou mordre par un chien. Il arrive aussi que cette phobie soit transmise par l'environnement familial, lorsqu'un parent éprouve lui-même cette peur par exemple. Pour certains, la simple vue d'une photo de chien suffit à déclencher les symptômes. Pour d'autres, la phobie ne se manifeste qu'en présence de chiens d'une certaine race, taille ou couleur, ou seulement lorsque l'animal adopte un comportement spécifique. Si vous êtes cynophobe, il y a un roman que je vous conseille d'éviter car il risque de vous trauma encore plus, Cujo de Stephen King. Il a aussi été adapté en film d'ailleurs, comme souvent avec les œuvres du King. Et c'est sans doute à l'exact opposé de Lassie ou de Beethoven, le chien de fiction le plus terrifiant que je connaisse. L'histoire raconte comment un Saint-Bernard doux et affectueux contracte la rage et se transforme en bête assoiffée de sang qui attaque et tue et empêche une mère et sa fille de sortir de leur voiture en panne. Cette œuvre aborde un autre truc absolument terrifiant sur lequel on aura l'occasion de revenir un peu plus loin dans l'iceberg. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je ne veux pas vous gâcher la surprise. On continue notre exploration des zoophobies avec l'élurophobie, qui est la peur exagérée des chats. Cette affection aurait touché des personnages célèbres comme la reine d'Angleterre Élisabeth Ier, le roi de France Henri III ou encore Napoléon. Les personnes qui souffrent de cette peur redoutent non seulement les félins, mais aussi tout ce qui leur est associé, comme les ronronnements, les poils de chat, les croquettes ou encore leur litière. Les élurophobes redoutent par-dessus tout de croiser ou de se retrouver seuls avec un chat. Pour certains, cette confrontation est d'autant plus anxiogène en fonction de l'allure du chat ou de sa couleur. Les chats noirs, en particulier, semblent être les plus redoutés, peut-être en partie à cause de la symbolique qui leur est associée. En Europe, les chats ont longtemps été vus sous un jour négatif. S'ils étaient vénérés comme des divinités par les Égyptiens dans l'Antiquité, durant le Moyen-Âge, on les associait à la magie noire et à la sorcellerie. À l'époque des chasses aux sorcières, ils étaient carrément vus comme des animaux infernaux et l'incarnation du mal. D'après les croyances populaires, les sorcières étaient d'ailleurs capables de se métamorphoser en chat, en particulier en chat noir. Cette élurophobie généralisée, si je puis dire, n'ira pas sans conséquences dramatiques. Au début du XIIIe siècle, le pape Grégoire IX déclare que les chats sont des animaux diaboliques, ce qui mènera au massacre de nombreux animaux qui sont persécutés en même temps que les sorcières. La population féline diminue à tel point en Europe qu'elle contribue à l'essor d'épidémies transmises par les rats, à commencer par la peste noire qui tuera un tiers de la population de l'époque. C'est sans doute son rôle de chasseur de rongeurs qui permettra aux chats de regagner les foyers, pour devenir, à partir du XVIIIe siècle, un animal de compagnie très populaire. Je referme ici cette parenthèse historique pour préciser que les élurophobes rencontrent des problèmes similaires aux phobiques des chiens. Ces deux zoophobies sont sans doute les plus handicapantes sur le plan social, à cause des stratégies d'évitement qui peuvent mener les personnes qui en souffrent à s'isoler. Bien sûr, on ne peut pas traiter ici de toutes les zoophobies puisqu'il en existe quasiment pour tous les animaux. Pour n'en citer qu'une poignée, on peut mentionner l'ophidiophobie, la peur des serpents, l'herpétophobie, celle des reptiles et créatures rampantes, mais aussi l'hélicophobie, la phobie des escargots, l'ornithophobie, la peur des oiseaux, qu'Alfred Hitchcock a peut-être aidé à répandre, ou l'alectorophobie, qui est la phobie des poulets. Une peur que je ne partage pas, mais que je trouve étrangement compréhensible. On quitte donc maintenant le règne animal pour s'intéresser à une autre phobie très répandue,
la claustrophobie, qui est la peur exagérée des espaces clos, étroits et confinés. Pour les claustrophobes, de nombreux lieux du quotidien sont source d'anxiété. Ascenseurs, couloirs, escaliers, petites salles et salles fermées à clé ou sans fenêtre. Leur phobie rend également l'utilisation de certains modes de transport compliqués, tels que la voiture, l'avion, le train ou le métro souterrain. Ce dernier constituant sans doute la pire combo, puisqu'on y est doublement confiné, à la fois sous terre et à l'intérieur d'une rame. Il va également sans dire que passer un examen IRM constitue une situation très phobogène pour les claustrophobes. Parmi les symptômes les plus emblématiques de la claustrophobie, on retrouve la peur d'être restreint et la peur de la suffocation. Lorsqu'un claustrophobe se retrouve enfermé, il a l'impression d'être oppressé, écrasé, il a des bouffées de chaleur, des palpitations et il ressent une difficulté à respirer, comme s'il manquait d'air, parfois au point qu'il craint réellement de mourir. Ce qui le terrifie, ce n'est pas forcément le lieu en tant que tel, mais plutôt l'idée de ce qui pourrait lui arriver s'il n'arrivait pas à en sortir. La peur d'y être coincé jusqu'à ce que mort s'ensuive fait qu'il angoisse à la simple idée de mettre les pieds à l'intérieur. Dans l'esprit d'un claustrophobe, un ascenseur peut ainsi évoquer un cercueil avec ses portes qui se referment sur lui comme le couvercle sur un cadavre. Y pénétrer, c'est prendre le risque d'y rester pour l'éternité. Ce genre de pensée angoissante m'évoque une histoire de Junji Ito, le maître du manga d'horreur japonais aux histoires terrifiantes et profondément perturbantes. Dans l'énigme de la faille d'Amigara, à la suite d'un tremblement de terre, une falaise est découverte sur le flanc d'une montagne. Sa particularité, c'est qu'elle est parsemée de trous qui ont la forme de silhouettes humaines. Plusieurs des personnages de l'histoire réalisent qu'il y a un trou qui correspond exactement à la forme de leur corps. Et ils décident de s'y enfoncer pour se retrouver complètement emmurés vivants sans aucune possibilité de revenir en arrière. Alors il y a différentes interprétations à cette histoire et à ce qu'elle représente et c'est ça que je trouve très fort avec l'horreur lorsqu'elle est bien faite. C'est que ce genre d'image terrifiante parle directement à l'inconscient, par-delà les mots et la raison. Et dans ce cas, je pense que cette image représente bien l'ultime cauchemar pour un claustrophobe. Ça et le fait d'être enterré vivant, une peur qui porte le nom de tatophobie et dont on reparlera plus bas dans l'iceberg. On va maintenant s'intéresser à une phobie qui est presque l'antithèse de la claustrophobie. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de l'agoraphobie, la peur des espaces ouverts, des lieux publics et des foules. Cela dit, c'est une phobie qui varie d'un individu à l'autre, puisqu'elle provient plus précisément d'une peur de ne pas pouvoir fuir ou être secouru facilement. L'évaluation de ce risque va donc dépendre de la personne et la phobie se manifester dans des situations différentes. Certains peuvent être terrifiés par un marché ouvert ou une longue file d'attente. D'autres redoutent des lieux fermés comme un supermarché ou une salle de cinéma. Leur crainte peut également concerner des transports en commun comme le bus ou le métro. Mais si cette phobie peut se manifester dans des lieux variés, il existe néanmoins des caractéristiques qu'on retrouve très souvent chez les agoraphobes, comme la peur de s'éloigner de leur domicile. Dans les cas les plus sévères, l'individu est terrifié à l'idée de sortir de chez lui. Comme vous vous en doutez, ça constitue une situation très handicapante dans la vie de tous les jours, que ce soit sur les plans professionnels ou relationnels. Il y a une série anglaise de la fin des années 90 qui s'appelait Game On, qui montrait un personnage agoraphobe, qui était très sûr de lui lorsqu'il interagissait avec ses colocs, mais qui s'effondrait de peur lorsqu'il approchait de la porte d'entrée de leur appartement pour en sortir. Cette mise en scène des symptômes phobiques, qui est faite de manière humoristique, permet néanmoins de comprendre l'intensité avec laquelle ils peuvent se manifester. Lorsque sa peur se déclenche, l'agoraphobe ressent les signes d'une attaque de panique, avec ses symptômes physiques comme les palpitations, les tremblements et la nausée, auxquels se mêle un sentiment irrépressible de peur et d'horreur. Le pire, c'est que l'agoraphobe sait très bien que sa réaction est disproportionnée face à la situation qu'il vit, mais il n'est pas du tout en mesure de la contrôler. Étant donné que l'agoraphobe cherche à éviter les lieux qui provoquent ces crises, qu'il s'agisse des grandes places publiques ou tout simplement de la rue en dehors de chez lui, cela peut l'amener à une forme d'isolement et de réclusion. C'est ce qui peut porter certains à confondre l'agoraphobie avec la phobie sociale, un trouble distinct qui est aussi connu sous le nom d'anthropophobie, littéralement phobie du genre humain ou phobie des hommes. Cette peur exagérée des gens et de la société est aujourd'hui plutôt désignée par les psychiatres comme le trouble d'anxiété sociale.
Cette anxiété peut concerner uniquement certaines situations, et on parle dans ce cas-là d'anxiété sociale limitée. On en verra des exemples dans quelques instants. Mais elle peut aussi se manifester dans toutes les situations où une ou plusieurs personnes sont présentes. On parle dans ce cas-là de troubles d'anxiété généralisés ou de timidité maladive. Un peu de timidité ou d'anxiété dans certaines situations est tout à fait normal, mais pour les personnes qui souffrent d'anxiété sociale généralisée, chaque instant passé sous le regard de l'autre est vécu comme une épreuve. La personne a peur d'être jugée négativement, elle craint d'avoir l'air stupide, de faire quelque chose d'embarrassant ou d'humiliant, ou encore d'offenser les autres en disant ou en faisant quelque chose de déplacé. Cette énorme pression peut être ressentie dans les situations d'interaction sociale les plus ordinaires. Le simple fait d'être en public, de traverser un endroit où il y a du monde, induisent chez la personne la peur d'être jugée. Faire la connaissance d'une personne inconnue, manger à plusieurs lors d'un repas, participer à une réunion ou signer des papiers devant témoins sont également des sources de grande anxiété pour les timides maladifs. Pour d'autres personnes, la phobie peut se limiter aux situations dites de performance, comme donner un discours, porter un toast à un mariage ou jouer d'un instrument de musique devant un public. Étant donné que ce trouble anxieux est très répandu, il concerne entre 2 et 4% de la population, vous connaissez peut-être déjà ces manifestations. Les symptômes phobiques classiques sont aussi accompagnés de bégaiements, de rougissements et de pensées très négatives sur soi-même. La personne phobique redoute ce qu'on va penser d'elle en se disant que les gens vont la trouver bizarre, malaisante ou stupide. De plus, elle se dit que les autres vont remarquer son anxiété à cause de ses rougissements et de son attitude gênée. Pour éviter de s'exposer à ces situations qui lui font peur, le phobique social va donc avoir tendance à s'isoler, voire à sortir le moins souvent possible de chez lui. D'où le fait que l'agoraphobie puisse être confondue avec cette phobie sociale. Comme vous le voyez, les deux sont pourtant très différentes, bien qu'elles conduisent à un résultat similaire. Les phobies sociales peuvent aussi être plus limitées. C'est par exemple le cas de la scopophobie, qui est la peur d'être vu ou observé par les autres. Souvent, cette phobie est liée à une peur profonde d'attirer l'attention sur soi. Elle ne se manifeste qu'en public et résulte en général d'un traumatisme vécu dans l'enfance, où la personne a été humiliée ou ridiculisée en public. Une autre phobie très proche est la blémophobie, ou la peur du regard des autres, mais précisément en ce qu'il porte sur le corps de l'individu, qu'il soit nu ou vêtu. Les personnes qui en souffrent se sentent observées en permanence dès qu'elles se trouvent en public. Cette phobie est systématiquement liée à une mauvaise estime de soi et à un regard dévalorisant sur son propre corps. Autre trouble anxieux social dit limité, l'érotophobie, qui est la crainte démesurée et pathologique de rougir en public. Et la nature étant bien faite, ou pas, l'un des symptômes de cette phobie est le fait de rougir, ce qui, bien évidemment, crée un cercle vicieux. Lorsque cette phobie apparaît, en général vers l'adolescence, la personne se met donc à rougir dans des situations qui, auparavant, ne généraient aucune gêne pour elle. Le rougissement survient à l'embarras que cause l'idée de se mettre à rougir. C'est le serpent qui se mord la queue. Dans tous les cas, les phobies sociales illustrent bien la complexité des interactions humaines et la souffrance qui peut en résulter. L'enfer, c'est les autres, écrivait Sartre. Mais l'enfer peut aussi se trouver à 20 000 pieds de hauteur, dans les nuages. Comme c'est le cas pour ceux qui souffrent d'aviophobie, la peur de l'avion et surtout des voyages en avion. Pour le coup, j'ai un rapport très personnel à cette phobie. Déjà parce qu'elle me fait penser à un célèbre épisode de la 4ème dimension, la meilleure série de tous les temps, où un jeune William Shatner voit un Gremlins dézinguer l'aile de l'avion dans lequel il voyage. Sauf que personne à bord ne le croit et que les gens pensent qu'il souffre juste d'une petite peur panique de l'avion. Enfin et surtout, je pense qu'à un moment, j'ai moi-même été phobique de l'avion, en particulier avant de le prendre pour la première fois. Et il faut dire que quand on voit les histoires de crash aérien, on se dit qu'il faut être fou pour s'enfermer volontairement dans une canette d'aluminium qui se propulse dans le ciel à 15 000 mètres d'altitude. Et s'il y a un accident, c'est fini, on est cuit, les chances de survie sont extrêmement minces, et surtout il n'y a rien qu'on puisse faire. Imaginez un instant l'horreur qu'on doit ressentir dans les derniers instants, lorsque l'avion devient hors de contrôle, qu'il se met à chuter irrémédiablement vers le sol ou la mer. Les masques à oxygène tombent, tout le monde hurle, votre voisin devient fou, il vous lacère le bras, le bruit des moteurs enfle avec celui de la chute de l'avion qui vous ramène inexorablement à terre, l'endroit que vous n'auriez jamais dû quitter. Pourquoi est-ce que vous avez pris la décision folle de mettre votre vie en jeu pour des vacances au soleil? Un dernier instant, vous voyez le sol qui se rapproche à travers le hublot et boum, le crash, l'explosion, vous êtes mort, game over. Bon, ça c'est grosso modo les scénarios que je me faisais avant de prendre l'avion. En gros, dans mon esprit, le jeu n'en valait pas vraiment la chandelle. Aucun voyage ne pouvait justifier que je risque ma vie dans un de ces appareils infernaux qu'on appelle avion de ligne.
Maintenant, il y a clairement une part de réalité dans tout cela. En préparant cet iceberg, j'ai revu cette vidéo qui montre un crash aérien vu de l'intérieur de la carlingue. En quelques secondes, on passe de la joie et des rires à l'horreur et la mort. Si vous avez vu passer cette vidéo, vous savez certainement de laquelle il s'agit car elle est profondément marquante. L'aviophobie est une peur extrêmement répandue et comme je vous le disais, je l'ai moi-même plus ou moins éprouvée. D'ailleurs, lorsque j'étais étudiant, j'ai participé à un échange universitaire où je suis parti au Québec. Un voyage de 6000 km donc qui impliquait de traverser l'océan Atlantique. Ma première réaction lorsque j'ai eu cette super nouvelle, ça a été de trouver un moyen d'y aller par bateau. Sauf que c'est quasiment impossible et la seule option que j'ai trouvée était non seulement hors de prix, mais en plus elle prenait 2 mois. Je me suis donc résolu à réserver un billet d'avion en acceptant le risque qu'on puisse se crasher dans l'Atlantique. Je m'imaginais déjà devoir survivre à ça comme Tom Hanks dans Seul au monde. Et c'est là qu'un ami à moi m'a fait découvrir la série Mayday Danger dans le ciel, où chaque épisode est consacré à un crash aérien. J'ai dû voir toutes les saisons et tous les scénarios où l'ensemble de l'équipage et des passagers meurt à cause d'une erreur horrifiante. Par exemple, le pilote qui décide de laisser un enfant jouer avec les commandes, ou parce que la maintenance de tel ou tel équipement n'a pas été faite correctement avant le décollage. Je peux vous dire que ça n'a pas du tout aidé à atténuer ma phobie. Pendant le vol, j'étais même à l'affût du moindre bruit un peu suspect. Et puis, l'avion a atterri et j'ai survécu. Et au fil du temps, je dois avouer que cette peur de l'avion m'est passée. Je dirais même que maintenant, j'aime plutôt ça. En plus, j'ai une petite croyance personnelle que je vais vous confier et qui pourra peut-être vous aider à passer outre à l'aviophobie. Elle est garantie 100% nawak, cela dit, donc bon, vous en faites ce que vous voulez. La voici. Je me dis qu'avec le multivers et l'immortalité quantique, je ne risque rien, car il existe toujours au moins un univers où mon avion se crache et au moins un univers où le voyage se déroule sans aucun accroc. Et grâce à l'immortalité quantique, c'est uniquement cet univers-là dont je fais l'expérience. On se rassure comme on peut, hein. Et si le tip t'est utile, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Perso, la peur de l'avion me semble plutôt naturelle, elle est en tout cas très partagée. D'après des stats parus dans un article du Figaro, un passager sur 3 reconnaît être inquiet. 1 sur 10 est vraiment anxieux et 1 sur 100 est atteint de panique élevée, refusant de manger, de boire, de se déplacer, voire même de parler. Cela veut donc dire que sur chaque vol commercial qui compte plusieurs centaines de passagers, il y en a probablement au moins 1 ou 2 complètement tétanisés par la peur. Tout cela étant dit, si pour certains ce moyen de transport reste effrayant, il faut reconnaître qu'en termes de kilomètres parcourus, il reste plus sûr que la voiture, le train ou même l'autre option que j'avais envisagée pour me rendre au Canada, le bateau. C'est pas si pire finalement. On va maintenant se pencher sur l'aquaphobie, qui est la peur de l'eau et par extension des voyages en bateau. Même quand on est aviophobe, il faut avouer que traverser un océan en bateau, ça ne fait pas forcément rêver. Imaginez-vous au centre d'une tempête en plein Atlantique, dans une cabine qui tangue pendant des heures et des heures, voire pendant des jours d'affilée. Et puis suffit que le bateau coule et voilà, on se retrouve naufragé, perdu en plein milieu de l'océan sur un radeau gonflable, une fois de plus comme Tom Hanks dans Seul au monde. Bon, ça c'est pour le côté transport de l'aquaphobie. Et vous avez sans doute vu les films catastrophes comme Titanic ou encore l'énorme masterclass que je vous recommande chaudement, l'aventure du Poséidon. Les bateaux, en effet, ça coule. Et d'après l'UNESCO, il y aurait même près de 3 millions de navires qui jonchent les fonds des océans. 3 millions. Le chiffre me laisse béat. Au-delà de la peur des voyages en bateau, l'aquaphobie, c'est la peur irrationnelle des étendues d'eau. Mer, rivières, lacs, piscines ou même simplement baignoires. Cette phobie fait partie des plus répandues et toucherait entre 2 et 10% de la population. Cette peur a sans doute des composantes génétiques, comme on l'a évoqué plus tôt, mais dans ses formes extrêmes, elle est souvent liée à un événement traumatisant, tel qu'une chute dans l'eau à un très jeune âge ou le fait d'avoir été témoin de l'accident d'un proche, par exemple. C'est ce qui arrive au personnage principal de The Truman Show. Dans ce film, le personnage joué par Jim Carrey vit sans le savoir au cœur d'une émission de télé-réalité. Pour le dissuader de quitter l'île où il vit, les producteurs de l'émission décident de faire mourir son père par noyade, juste sous ses yeux, alors qu'il n'est qu'un enfant. Et ce plan machiavélique fonctionne puisque le traumatisme rend Truman complètement aquaphobe, et tout autant incapable de nager que de s'aventurer sur les eaux avec un bateau. On voit aussi dans ce film un poster avec un avion qui se fait frapper par la foudre. Je me suis renseigné sur le sujet en préparant cette vidéo et je suis tombé sur cette stat. Chaque avion de ligne est frappé par la foudre en plein vol au moins une fois par an. Alors les avions sont conçus pour résister à ça, mais je me demande si les passagers qui se trouvent à l'intérieur se rendent compte. Genre tu regardes par le hublot et bam, tu vois la foudre qui tombe sur l'aile, ça doit bien traumatiser.
Du coup, je me suis aussi posé la question pour les bateaux. Après tout, ils pointent au-dessus de la surface, c'est sans doute l'endroit numéro 1 où ça bat la foudre. Et il se trouve que oui, le risque de se prendre un coup de foudre est loin d'être négligeable, en particulier pour les bateaux équipés de mâts. J'ai même trouvé des photos qui montrent les dégâts au-dessus et en dessous des bateaux, et comment dire, mieux vaut pas être astraphobe sur un bateau en pleine tempête. Non seulement le bateau peut être endommagé, mais ses occupants peuvent subir des blessures, voire être tués par l'électrocution. Bref, on va arrêter là la combophobie pour revenir à la peur de l'eau. Parmi les choses que les aquaphobes redoutent le plus, il y a le fait d'avoir la tête immergée sous l'eau, en particulier le nez et les oreilles, ou encore le fait d'être dans l'eau et de perdre pied. Certains d'entre eux redoutent même le fait de se faire éclabousser par surprise. L'aquaphobie peut être aussi liée à l'ablutophobie, qui est la peur de se noyer. Dans ce cas, ce n'est pas l'eau elle-même qui suscite la peur, mais l'idée de se retrouver englouti et asphyxié par l'eau. Autre phobie liée à l'eau, mais plus surprenante, la submécanophobie, qui est la peur des objets immergés, qu'il s'agisse d'une immersion totale ou partielle. Il peut s'agir d'épaves par exemple, dont l'aspect est souvent sinistre, il faut le reconnaître. Et j'aurais pu vous garder cette phobie pour la partie consacrée aux phobies étranges, c'est terrifiante, mais ça me semblait une bonne manière de conclure sur le sujet de l'aquaphobie, avec quelques images particulièrement saisissantes. Intéressons-nous maintenant à l'amaxophobie, qui est la phobie de la conduite en voiture. Cette peur, qui toucherait jusqu'à 5% des adultes, peut survenir aussi bien lorsque l'individu se trouve au volant que lorsqu'il est passager. Dans certains cas, la phobie se manifeste simplement en étant à proximité du véhicule, même à l'arrêt. Et sans grande surprise, les statistiques montrent que cette phobie est beaucoup plus répandue chez les personnes qui ont été victimes d'un accident de la route. On estime même que 50% d'entre elles sont touchées au moins de manière temporaire par cette peur. Derrière l'amaxophobie, il y a la peur irrationnelle et exagérée qu'un accident se produise. Dès qu'il se place derrière le volant, l'amaxophobe s'imagine des scénarios horribles dans lesquels il perd le contrôle de son véhicule. Ces idées, associées à la survenue des symptômes phobiques, gênent énormément la conduite. Certaines situations sont particulièrement phobogènes. L'autoroute, par exemple, avec ses véhicules qui circulent à grande vitesse, est souvent évoquée comme une source d'anxiété par les amaxophobes. Mais de nombreux contextes rendent la conduite encore plus effrayante, parfois en lien avec d'autres peurs. C'est par exemple le cas de la conduite en montagne, avec ses routes étroites, ses virages enlacés et ses ravins. Perso, je ne suis pas du tout amaxophobe, mais la combo ravin plus route étroite, j'ai beaucoup de mal. Ce qui fait peur à un amaxophobe, c'est le fait de perdre le contrôle ou d'être pris d'un coup de folie peut-être et de donner un grand coup de volant. Forcément, lorsqu'on roule à 130 sur l'autoroute ou le long d'un précipice, le résultat d'une dinguerie de ce genre a toutes les chances d'être mortel. La conduite sur les ponts, comme le viaduc de Millau ou dans les tunnels, peuvent également amplifier la peur de l'amaxophobe. C'est un peu comme rajouter des niveaux de difficulté à la conduite. Le combo ultime, ce serait peut-être Les Trajets du Salaire de la Peur, superbe film dans lequel des Français coincés sans le sou en Amérique du Sud se retrouvent à conduire des camions de nitroglycérine sur un terrain super accidenté. Le film est fou d'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, ça vaut vraiment le coup. Sauf peut-être si vous souffrez d'amaxophobie sévère et que voir des images de ce genre vous donne des sueurs froides. Dans la même veine, est-ce que vous connaissez la route qui relie La Paz à Coroico en Bolivie ? On la surnomme la route de la mort. Elle culmine à 3000 mètres d'altitude avec des virages ultra serrés qui longent des précipices vertigineux. Sans aucune rambarde de sécurité bien sûr et avec un épais brouillard la moitié du temps. Entre 200 et 300 personnes y perdent la vie chaque année. Elle fait 65 km de long et franchement jamais de la vie j'y monterai dans un bus. Je préfère encore la parcourir à pied. Autre peur très répandue, l'hypocondrie, qui est la crainte exagérée d'être ou de tomber malade, en particulier d'une maladie grave. L'individu atteint de cette phobie surveille minutieusement son corps et ses sensations, car il est à la recherche constante de signes de maladie. S'il détecte un bouton suspect, une palpitation inhabituelle, des crampes ou un retard menstruel, il ou elle soupçonne ces symptômes anodins de cacher une infection beaucoup plus grave. Pour écarter une éventuelle maladie, il se documente et multiplie les recherches en ligne, ce qui en général ne fait qu'amplifier son inquiétude. Les docteurs ont d'ailleurs un terme précis pour décrire ce phénomène. Ils parlent de cyberchondrie, qui décrit la tendance à s'auto-diagnostiquer des maladies graves comme le cancer après avoir recherché en ligne des symptômes bénins. L'hypocondriaque se base donc sur une interprétation erronée de ses symptômes pour se convaincre qu'il souffre d'un mal bien plus inquiétant. Cela le pousse à consulter fréquemment des médecins pour qu'ils vérifient son état de santé et valident ses doutes. Même lorsque les examens confirment qu'il ne souffre d'aucune maladie, l'hypocondriaque a du mal à se sentir rassuré. Il remet en question les résultats de ses examens médicaux et cherche des avis supplémentaires.
Ce trouble anxieux concernerait entre 1 et 5% de la population, principalement des adultes, bien qu'il puisse apparaître dès l'adolescence. Il touche autant les femmes que les hommes et peut avoir de profondes conséquences sur la vie sociale, familiale et professionnelle du phobique. Sa peur de tomber malade peut entraîner des symptômes liés au stress et à l'anxiété, comme des troubles du sommeil, une baisse de l'appétit, de l'irritabilité et une tendance à s'isoler. Sur le plan physique, on retrouve les symptômes phobiques courants, tels que des vertiges et sensations d'étouffement, qui peuvent aller jusqu'à la crise d'angoisse et à l'attaque de panique dans les cas les plus sévères. Les médecins distinguent quant à eux plusieurs types d'hypocondrie. D'un côté, il y a l'hypocondrie névrotique, qui est une inquiétude permanente du patient pour son état de santé, dans laquelle il soupçonne simplement la maladie. De l'autre côté, il y a l'hypocondrie psychotique, dans laquelle le patient est convaincu d'être réellement malade. C'est dans ce cas qu'on pourrait parler de malade imaginaire. Et yo, dédicace à Molière, le GOAT du théâtre français. Parmi les phobies proches de l'hypocondrie, on trouve la nosophobie, qui est la peur de tomber malade en général, et la pathophobie, qui est la peur d'une maladie en particulier, comme le sida, le cancer ou le Covid. La pandémie aurait d'ailleurs eu un rôle non négligeable dans l'augmentation des cas d'hypocondrie. En instaurant les gestes barrières, certaines personnes ont développé ce trouble, en réalisant que les sources de contamination se trouvaient partout. Sur chaque poignée de porte, chaque porte vitrée ou chaque cuvette de toilette, pour certains influenceurs. La peur d'avoir contracté le virus pouvait aussi faire interpréter chaque symptôme comme une toux ou de la fièvre comme le signe d'une contamination. Tout cela, combiné à l'anxiété ressentie par beaucoup pendant les confinements, a d'ailleurs contribué à faire augmenter les maladies mentales en général. Mais la plupart du temps, c'est après avoir subi un événement traumatique que quelqu'un devient hypocondriaque. Cela peut être le fait d'avoir été malade très jeune ou la perte d'un proche suite à une maladie grave. L'hypocondrie peut également être liée à l'environnement dans lequel la personne a grandi. Par exemple, si ses parents étaient eux-mêmes très préoccupés et anxieux à propos de leur santé. Et tout cela me fait penser à une chose. La peur et les phobies sont-elles contagieuses ? Il me semble que oui, c'est ce qu'on voit avec cette question d'environnement familial. Mais de manière générale, quelqu'un peut-il vous transmettre une peur à l'âge adulte ? Vous connaissez peut-être le mème New Fear Unlocked, qui illustre l'effet ressenti lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau et effrayant. Par exemple, lorsque vous apprenez que la salive de limace contient un parasite potentiellement mortel pour l'être humain, et qu'il peut y en avoir des traces sur la salade que vous avez achetée ce matin au marché. Voilà une nouvelle peur de débloquer. Perso, je l'ai apprise en préparant la partie 3 de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Et depuis, je lave encore mieux mes salades. Certaines informations peuvent donc bel et bien faire naître de nouvelles peurs. Mais la transmission des phobies peut également passer par une forme de mimétisme, même à l'âge adulte. Lorsqu'on observe les réactions de peur ou d'évitement d'une autre personne face à un objet ou une situation particulière, cela conditionne notre cerveau à avoir peur aussi, même si on n'a pas vécu l'expérience négative par nous-mêmes. Sur ces réflexions, on va quitter ce premier niveau de l'iceberg pour plonger sous la surface et explorer un type de phobie que je trouve particulièrement fascinante, les phobies existentielles. Et on va commencer par s'intéresser à l'apeirophobie, qui est la peur de l'infini et de l'éternité. Que l'univers soit fini ou infini, cela ne change rien à votre vie quotidienne. Vous avez le sol sous vos pieds et le ciel au-dessus de votre tête. Et pourtant, penser à l'infinité de l'univers a quelque chose qui donne le vertige, pour ne pas dire la nausée. Dans l'immensité du temps et de l'espace, notre petitesse est si frappante qu'elle en devient déstabilisante. Et pour certains, c'est une source de terreur qu'on pourrait qualifier de cosmique. On voit là ce qui fait la caractéristique des phobies existentielles. À la différence de celles qu'on a vues jusqu'ici, elles ne concernent pas un objet ou une situation concrète, mais des questionnements profonds sur notre existence et notre place dans l'univers. Le philosophe Blaise Pascal a peut-être résumé mieux que quiconque l'angoisse ressentie par l'apeirophobe face à l'immensité cosmique. Voici ce qu'il écrit dans ses Pensées, un recueil posthume paru en 1670. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Espace de l'infiniment grand, mais aussi de l'infiniment petit, qui se télescope dans l'infinité du temps passé et du temps à venir. C'est la position qu'occupe chacun d'entre nous. Dans cette réalité, toute notre vie, toutes nos actions sont condamnées à sombrer dans l'oubli. L'infini finira par nous engloutir jusqu'à nous faire disparaître complètement et pour l'éternité. Pour l'apeirophobe, la notion d'infini elle-même est source d'angoisse, de par le fait qu'il est impossible de se la représenter, tout autant que par ce qu'elle implique. Un oubli éternel si on pense qu'après la mort il n'y a plus rien, ou au contraire une vie éternelle pour ceux qui croient à l'existence de l'au-delà.
Ces deux options, ces deux antithèses sont pour l'apéirophobe tout aussi angoissantes. Cette phobie se développe généralement vers l'adolescence, en lien avec ses réflexions d'ordre métaphysique, et qui peuvent devenir pour le phobique une véritable obsession. Quelque chose auquel il pense de manière répétée chaque jour, ou chaque soir, puisque c'est souvent au moment du coucher que les pensées intrusives se manifestent. Vous vous demandez peut-être ce que sont les pensées intrusives. Eh bien, ce sont des images ou des idées négatives qui surviennent dans notre esprit sans qu'on le désire. Elles sont de nature angoissante, stressante, terrifiante et ont souvent des contenus sexuels ou agressifs. Tout le monde a ce genre de pensées de temps à autre, mais pour les personnes qui souffrent d'anxiété, elles peuvent devenir très fréquentes, et donc d'autant plus perturbantes. Pour les apéirophobes, la terreur et ses conséquences sont bien réelles, avec les mêmes symptômes physiques que dans les autres phobies et les mêmes stratégies d'évitement, qui là sont liées à des pensées auxquelles il est beaucoup plus difficile d'échapper puisqu'elles émanent de l'esprit du phobique lui-même. C'est souvent pendant les moments d'introspection et d'imagination que les apéirophobes voient surgir leurs idées indésirables. Alors, ils essayent d'éviter au maximum ces situations. Pour certains, la peur peut aussi être rappelée par les choses qui évoquent la nature infinie de l'être, comme le ciel, la mer ou même le chiffre pi qui n'a pas de fin. Dans leurs cauchemars, les apéirophobes tombent souvent dans l'infini, une sensation qu'on imagine terrifiante, infernale même. Au quotidien, dans leur vie de tous les jours, ils essayent de garder les choses en ordre et d'avoir une routine aussi prévisible que possible pour repousser au plus loin toute intrusion des pensées négatives sur la nature incontrôlable et inconnaissable de l'univers. Comme on l'a vu un peu plus tôt, cette phobie de l'infini peut aussi, dans certains cas, être liée à la peur d'une existence éternelle. Cette peur me fait étrangement penser à celle d'un redditeur obsédé par le concept d'immortalité quantique, dont j'avais parlé dans ma vidéo consacrée à l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Selon l'interprétation de cet utilisateur, l'immortalité quantique signifiait qu'il vivrait éternellement. Et cette idée lui était insupportable, au point de gravement menacer son équilibre mental. Avec le recul, il me semble qu'on peut dire, sans trop s'avancer, qu'il souffrait d'une forme d'apéirophobie, suscitée par une expérience de pensée certes fascinante, mais complètement spéculative. Bref, à travers ces quelques exemples, on voit que la peur de l'infini est souvent étroitement liée à une peur de la mort, qui, dans son expression pathologique, porte le nom de thanatophobie. Vous allez me dire, c'est bien normal d'avoir peur de la mort. C'est d'ailleurs ce qui justifie les autres peurs, comme celle des maladies, des animaux dangereux ou des objets tranchants. Et pour les croyants, la mort c'est aussi le début d'une existence infinie, soit au paradis pour le bonheur éternel, soit en enfer pour la souffrance éternelle. Il y a de quoi flipper. De l'autre côté, un athée pourra dire que la mort ne l'effraie pas, à l'image du philosophe Épicure par exemple, qui expliquait que la mort n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas. Et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Nous ne pouvons pas connaître la mort, et donc il n'y a rien à craindre d'elle. J'aime beaucoup cet argument philosophique, mais pour les personnes qui souffrent de thanatophobie, il est complètement irrecevable. Pour eux, l'idée qu'on est né pour mourir est difficile à accepter, et savoir qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour échapper à ce destin funeste est une source de grande anxiété. Les thanatophobes éprouvent au quotidien une peur irrationnelle et obsédante de la mort, que ce soit de leur propre mort, de la mort en général ou de celle de leurs proches. Parmi les symptômes de cette phobie, on trouve des pensées intrusives et des scénarios macabres qui occupent plus ou moins en permanence leurs pensées. Pour certains, ces angoisses se déclenchent surtout la nuit ou au moment de dormir. Pour d'autres, les images et idées macabres surviennent à n'importe quel moment de la journée. Par exemple, s'ils sont au volant, ils imaginent des accidents horribles avec des visions morbides de leurs passagers décédés. S'ils se trouvent dans un bâtiment, ils peuvent paniquer à l'idée de ce qu'il se passerait en cas d'incendie ou si l'immeuble s'effondrait. Leur anxiété leur laisse peu de répit. Pour cette raison, les thanatophobes essayent d'éviter au maximum les situations ou les objets ayant un lien avec la mort. Cimetières, hôpitaux, photos ou représentations de cadavres, mais aussi tout ce qui serait susceptible de les tuer ou de les mettre en danger. Cela peut inclure les moyens de transport comme la voiture ou l'avion, mais aussi les sports, les voyages ou le simple fait de sortir dans la rue. Dans une certaine mesure, il n'y a que chez eux que les thanatophobes se sentent en sécurité. Et encore, leurs angoisses peuvent aussi concerner l'idée de mourir subitement, en particulier pendant qu'ils dorment. Cela peut entraîner des troubles du sommeil, des cauchemars, des terreurs nocturnes et des insomnies.
Parmi les sujets d'inquiétude qui minent les thanatophobes, il y a l'incertitude sur ce qui se passe après la mort. Le concept de néant étant inaccessible à notre esprit, cette incapacité à se représenter ce qu'est l'absence de toute chose et de toute sensation les terrifie. Lorsqu'ils sont exposés à la mort ou à ce qui leur rappelle leur phobie, les thanatophobes éprouvent les symptômes anxieux qui vont des palpitations et sueurs froides jusqu'à la crise de panique. En conséquence de leurs angoisses, il n'est pas rare que les personnes atteintes de cette phobie développent des symptômes dépressifs ou qu'ils mettent en place des comportements addictifs dans le but de ne plus penser à la mort. Parfois, leur phobie de la mort peut aussi se traduire par des névroses plus spécifiques, telles que l'aviophobie, l'agoraphobie ou l'hypocondrie. La thanatophobie peut se manifester dès l'âge de 7 ou 8 ans lorsque les enfants commencent à prendre conscience de la mort. Elle touche tous les âges, mais concerne plus souvent les personnes âgées qui, avec la vieillesse, sont confrontées plus directement à la mort, y compris la leur. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de cause évidente à cette phobie, mais il n'est pas rare qu'elle résulte d'une situation traumatisante, comme le décès d'un proche ou l'exposition à un cadavre. Plus surprenant, la thanatophobie peut aussi survenir suite à une expérience de mort imminente, ce qu'on appelle EMI ou NDE en anglais pour Near Death Experience. Si vous connaissez un peu le sujet, vous savez sans doute que, dans la plupart des cas, les gens perdent leur peur de la mort suite à une EMI. Au moment où ils se sont vus partir, ils ont aperçu une lumière blanche au bout d'un tunnel. Ils ont senti un amour infini et la présence bienveillante de proches décédés. L'expérience les a rassurés et parfois ils ont même été déçus de revenir à la vie. Après cela, l'idée de mourir ne les effraie plus du tout. Mais pour d'autres personnes, ces expériences de mort imminente sont négatives. Autrement dit, avant de revenir à la vie, ils se sont retrouvés plongés dans une sorte d'enfer où la peur, la terreur, l'horreur dominaient. Certains décrivent un lieu sombre, une chaleur étouffante et la présence de démons et d'entités malveillantes. Parfois, ils ont même vu d'autres personnes décédées qui brûlaient dans les flammes. Autre témoignage horrifiant, certains affirment que durant leur EMI, ils ont été plongés dans une sorte de néant absolu, avec l'impression d'être abandonnés et seuls pour l'éternité. D'après les chiffres que j'ai trouvés sur le sujet, ces EMI négatives concerneraient entre 2 et 15% des expérienceurs, ceux qui ont fait l'expérience d'une mort imminente. Les conséquences de ces EMI donnent le frisson. Certains développent une forme de trouble de stress post-traumatique avec des sentiments de colère, de dépression qui peuvent les amener à s'éloigner de leur famille ou amis. D'autres y voient la nécessité d'un sursaut et d'un changement de cap dans leur vie. Pour cela, ils se tournent par exemple vers la religion. Et enfin, la majorité d'entre eux développent une thanatophobie, une véritable angoisse de la mort qui les obsède jour et nuit, car ils craignent de retourner dans cet endroit terrifiant où ils se sont retrouvés lors de leur EMI. Et sur ce, on va passer à la phobie suivante, qui n'est autre que la nécrophobie, la peur des cadavres et des morts. Cette peur ne doit pas être confondue avec la thanatophobie, qui est la peur de la mort elle-même. Dans la nécrophobie, il s'agit plutôt de la peur des animaux et des personnes mortes, ainsi que de tout ce qui s'y rapporte, funérailles, cercueils, tombes et cimetières. Là où certains thanatophobes peuvent encore visiter une nécropole ou un cimetière sans trop de soucis, un nécrophobe refusera d'y mettre les pieds, ou ne le fera qu'avec une grande appréhension. Cette phobie peut résulter d'expériences traumatisantes, telles que le fait d'être témoin d'un meurtre, le fait d'apercevoir un cadavre ou d'assister à des funérailles. Elle peut également se déclencher après avoir été exposé à des contenus présentant ces situations, à travers des films ou des reportages par exemple. Parmi les nécrophobes célèbres, on trouve Sarah Michelle Gellar, la star de Buffy contre les vampires. Pendant le tournage de la série, elle a dû jouer une scène dans un vrai cimetière, un épisode extrêmement éprouvant, à la suite duquel elle a obtenu des producteurs que, pour toute scène future du même type, le cimetière soit recréé sur un plateau. Bon, c'était juste pour la petite anecdote people, je vous propose maintenant de quitter cette thématique macabre pour nous intéresser à la thalassophobie, qui est la crainte exagérée et irrationnelle des profondeurs marines. Voilà une peur que je partage au point de me désinscrire du subreddit r/thalassophobia car les images que j'y voyais me mettaient trop mal à l'aise. Rien que ça par exemple. Je vous jure les amis, lorsque la caméra passe sous l'eau, j'ai l'impression que mon cœur se serre comme s'il était pris dans un étau. Ça me trigger de ouf. Le mot thalassophobie vient du grec thalassa, la mer, et de phobos, la peur ou l'effroi. Littéralement, le mot signifie donc peur de la mer, mais en réalité, il s'applique à toutes les profondeurs aquatiques, qu'elles soient marines ou non. Ce que redoutent les thalassophobes, ce sont non seulement les eaux sombres de ces étendues d'eau, mais aussi les mystères et les dangers qu'elles renferment.
Leur crainte concerne donc aussi bien la mer que les grands lacs, dont les profondeurs rivalisent parfois avec celles des océans, comme c'est le cas du lac Baïkal par exemple, avec ses 1700 mètres de fond. La thalassophobie peut se manifester de diverses manières. Certains redoutent de naviguer ou de survoler les mers, d'autres sont angoissés par le simple fait de rouler en voiture le long d'une côte ou d'un lac. Mais une crainte ressort plus particulièrement, celle de nager sans pouvoir voir ses membres, en particulier ses pieds. Et je confirme que perso, c'est un des trucs qui me met le plus mal à l'aise. Je ne sais pas d'où vient cette peur, mais penser à ce qui se trouve sous mes pieds, à ce qui pourrait les frôler, ça me terrifie. Surtout lorsque les eaux sont sombres et qu'on n'aperçoit pas le fond. Le thalassophobe s'imagine ce qu'il y a en dessous, dans les eaux profondes qui s'étendent sous lui, et il redoute les créatures marines et potentiellement dangereuses qui pourraient s'y cacher. Parmi les peurs courantes, on retrouve celle d'être attaqué par des requins, la peur d'être aspiré sous l'eau ou de frôler des objets échoués, et potentiellement recouverts de mousse et de mucus marin assez dégueux. Quand on songe au fait que moins de 5% des fonds océaniques ont été explorés, il y a en effet de quoi s'inquiéter de ce qu'on pourrait y découvrir. Des pieuvres ou calamars géants, des civilisations perdues ou extraterrestres, comme dans le film Abyss ou que sais-je encore. Explorer les océans, c'est plonger dans l'inconnu et l'obscurité. S'imaginer tout au fond de l'eau a quelque chose de profondément terrifiant. Bon, après je dis ça car de toute évidence, je suis au moins un peu thalassophobe. Et de votre côté, quelle est votre phobie? Si vous en avez une, dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieux de découvrir vos histoires et ressentis par rapport à ces peurs qui nous affectent tous plus ou moins. Souvent, la thalassophobie est liée à la mégalo-hydrothalassophobie, qui est la peur des objets et structures gigantesques situées sous l'eau. Par exemple, les créatures marines géantes, les épaves ou les ruines englouties, mais aussi la simple idée des étendues vides des fonds marins qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. D'après les spécialistes du sujet, la thalassophobie résulterait de plusieurs facteurs, à la fois de prédisposition génétique et d'expériences traumatisantes. Perso, je me souviens d'un événement qui m'a vraiment marqué lorsque j'étais enfant. Un jour d'été, mon grand-père m'a emmené me baigner dans un petit lac. Au milieu flottait une sorte de radeau. Je m'amusais à me propulser vers le fond sous le radeau en me servant de mes bras pour me pousser sous l'eau. Et à un moment, à ma grande surprise, mon pied a touché le fond du lac, une substance visqueuse qui recouvrait des galets. Et ça m'a dégoûté de fou. J'ai poussé sur mon pied pour remonter au plus vite et je me suis cogné la tête contre le radeau. Bref, avec le recul, je me dis que c'est peut-être cet épisode qui a contribué à ma thalassophobie. Avant de quitter cette entrée, je voudrais évoquer rapidement une phobie proche, la bathophobie, qui est la phobie des profondeurs en général. Elle concerne donc non seulement les abysses sous-marins, mais également les puits profonds, les longs tunnels et tout ce qui ne peut être vu en raison de sa noirceur et de sa profondeur. Cette phobie est souvent liée à une peur de tomber, mais elle peut se déclencher même lorsqu'il n'y a aucun risque de chute, comme c'est le cas lorsqu'elle se manifeste en présence d'un long couloir ou d'une grotte par exemple. On va maintenant se pencher sur la mégalophobie, qui est la peur de tout ce qui est grand, objets, animaux ou structures. Voici une autre phobie qui possède son propre subreddit, où les internautes partagent les photos et vidéos des choses qui les mettent mal à l'aise. Et je vous propose pour l'occasion de se faire un florilège des structures et objets gigantesques qu'on est susceptible d'y croiser. Depuis les gratte-ciels du Burj Khalifa ou de la Shanghai Tower jusqu'aux montagnes de l'Himalaya, en passant par les chutes du Niagara, les icebergs de l'Antarctique, les pyramides d'Égypte, les ponts démesurés comme le Golden Gate Bridge de San Francisco ou le viaduc de Millau dans l'Aveyron, les statues colossales comme celle de Nyoirin Kannon au Japon ou la statue de l'Unité en Inde, ou encore les barrages titanesques tels que celui des Trois Gorges dans la province de Hubei en Chine ou le barrage Hoover aux États-Unis. Les angoisses ressenties par les mégalophobes incluent la peur de l'écrasement, celle d'être happé par l'extrêmement grand ou encore la crainte de se perdre dans l'immensité. Leurs symptômes d'anxiété apparaissent dès qu'ils aperçoivent des objets de grande taille, ce qui peut les conduire à des stratégies d'évitement très handicapantes, en particulier dans les environnements urbains où l'on trouve de nombreuses structures gigantesques, centres commerciaux, immeubles, avenues, affichages XXL, etc. Des coins comme Dubaï ou Las Vegas constituent sans doute de véritables horreurs du point de vue des mégalophobes. Leur crainte s'étend aussi aux planètes et aux autres formations géantes qui, à l'instar des astéroïdes, représentent une menace non seulement pour l'individu, mais pour l'humanité entière. Une autre menace de taille, sans mauvais jeu de mots, c'est celle des trous noirs. La mélano-héliophobie est la peur spécifique de ces corps célestes, dont les propriétés sont effectivement terrifiantes pour les êtres vivants que nous sommes. Tomber dans un trou noir, voilà une idée tout à fait cauchemardesque. Spaghettification, destruction moléculaire, vous n'auriez aucune chance de retour ni de survie. Et si vous approchez de l'horizon d'un trou noir d'assez grande taille, en théorie, vous pourriez voir des millions ou des milliards d'années s'écouler avant de mourir. Bien entendu, je le précise, ce spectacle reste théorique.
La peur des trous noirs survient en général en apprenant leur existence, dans un livre ou en regardant un documentaire lorsqu'on est enfant. Cet objet si puissant, si destructeur et si étranger aux lois de la physique telles qu'on l'observe dans la vie de tous les jours est juste terrifiant. Mais la phobie des trous noirs peut aussi naître de la crainte face aux expériences menées en physique des particules, notamment celle du CERN, dont l'accélérateur de particules serait capable de créer de minuscules trous noirs. Cette affirmation est très controversée, cela dit, et même si elle revient souvent dans certains milieux, par exemple chez les personnes qui s'inquiètent de l'effet Mandela, elle n'est pas prise au sérieux par les scientifiques, qui expliquent que le CERN est loin d'avoir la puissance requise pour créer des trous noirs, même microscopiques. Et tant que nous sommes dans l'espace, dans le vide intergalactique, glacial et solitaire, penchons-nous sur l'astrophobie, qui est la peur de l'espace et des astres. L'espace, au beau milieu duquel se trouve la Terre, et par extension chaque individu se tenant à sa surface, comme vous ou moi. Tout autour de nous s'étend l'infini. Si vous levez la tête vers le ciel, vous tendez le regard vers un abîme sans fond. Cette pensée a quelque chose de vertigineux. Imaginez un instant que, tandis que vous regardez vers le ciel, la gravité cesse d'agir sur vous et que vous commenciez à léviter pour tomber dans le cosmos. J'ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar qui s'apparentait un peu à cela. Je faisais partie d'une sorte de programme d'entraînement à l'exploration spatiale. Et pour nous habituer à l'obscurité et au sentiment de solitude absolue de l'espace, on nous plongeait au plus profond des océans. Je ne me souviens plus des détails, mais je sais que j'étais seul et que je m'enfonçais à une vitesse prodigieuse dans des profondeurs abyssales, dans des eaux d'un noir absolu, avec le sentiment d'être perdu sous des kilomètres et des kilomètres d'eau. Je me souviens encore du sentiment d'horreur qui m'habitait au fur et à mesure que je descendais dans l'eau, avec la conviction que l'océan lui-même était sans fond et que je continuerais à m'y enfoncer infiniment. Et c'est vrai que si on enlève l'eau, c'est un peu à ça que reviendrait le fait de s'élancer dans l'espace. Comme ce personnage dans le film Gravity qui se détache de la station spatiale et, emporté par l'inertie, se retrouve englouti dans l'immensité de l'espace. On a déjà évoqué la peur de l'infini et la peur du noir, on parlera aussi de celle du vide et d'être seul, et l'astrophobie touche sans doute un peu à toutes ces craintes. Mais ce qui perturbe le plus les astrophobes, c'est l'espace lui-même, le fait qu'il existe, que ce soit ça, la réalité étrange dans laquelle nous sommes plongés. Une nuit éternelle peuplée d'étoiles, de trous noirs, de planètes et d'astéroïdes qui se meuvent dans le vide. Cela dit, il n'y a peut-être pas que cela qu'on trouve dans l'espace. Et l'astrophobie peut également être liée à une peur irrationnelle et démesurée des formes de vie extraterrestres, et en particulier de celles qui pourraient nous être hostiles. Pour certains, cette phobie est telle qu'ils ne supportent pas de regarder un film qui mette en scène une invasion par les soucoupes volantes ou un comportement hostile de la part d'extraterrestres. Si les astrophobes ont du mal avec Independence Day ou Mars Attack, je n'ose pas imaginer quelle serait leur réaction en voyant Dark Skies par exemple, un film que j'ai personnellement trouvé terrifiant où une famille se fait victimiser par une bande d'aliens gris. Ou encore s'ils voyaient No One Will Save You, qui, dans la même veine, comporte son lot de scènes traumatisantes. Les causes de l'astrophobie sont souvent difficiles à déterminer, comme c'est en général le cas avec les phobies et plus encore avec les phobies de nature existentielle. Il se peut qu'elles résultent d'un événement traumatisant vu à la télé. On peut penser à la catastrophe d'Apollo 13 ou encore à celle de la navette Challenger. Les médias et la fiction jouent souvent un rôle déterminant dans le développement de cette peur. De nombreux films et livres de science-fiction décrivent ainsi des invasions extraterrestres ou des catastrophes se déroulant dans l'espace. Certains personnages eux-mêmes souffrent d'astrophobie. En même temps, pour le coup, ils sont bien placés pour être traumatisés de première main. C'est par exemple le cas du personnage joué par Sandra Bullock dans Gravity, qui déclare à un moment « Je hais l'espace ». Les astrophobes éprouvent les mêmes symptômes anxieux que les autres phobiques, et pour éviter d'y être confrontés, ils évitent notamment de lire des livres ou de regarder des films qui se déroulent dans l'espace ou qui impliquent des extraterrestres. Certains évitent même de sortir le soir pour ne pas avoir à apercevoir les étoiles. Si la plupart d'entre nous aimons regarder le ciel étoilé en admirant la beauté du cosmos, certains ne lèvent donc les yeux vers lui qu'avec une crainte intense de l'espace et de ce qui s'y trouve. On parlait de la peur d'être happé par l'espace. Eh bien, c'est de la force qui empêche cela qu'ont peur ceux qui souffrent de barophobie. Cette phobie est en effet celle de la gravité, la force gravitationnelle qui nous maintient les pieds ancrés sur Terre et qui organise l'univers au niveau macroscopique. Les personnes qui souffrent de cette peur redoutent les effets de la pesanteur, à la fois parce qu'elle risque de les faire chuter et possiblement de leur causer des blessures graves, mais aussi parce qu'elle est susceptible de faire tomber des choses sur elles, comme un piano ou un pot de fleurs lorsqu'elles se baladent tranquillement dans la rue.
Cette angoisse est excessivement difficile à éviter puisqu'à tout moment nous nous trouvons sur Terre et que c'est grâce à la gravité que nous y restons attachés. Mais les barophobes s'inquiètent également de l'absence de gravité. Ils peuvent être effrayés face à des images de l'espace où la gravité est quasi absente. Ou alors ils peuvent s'inquiéter de ce qui arriverait si tout à coup la gravité disparaissait et qu'ils se retrouvaient précipités dans le cosmos. Autre source d'inquiétude, l'idée que la pesanteur puisse soudain être multipliée et devenir aussi puissante que sur une planète beaucoup plus massive par exemple. Ces inquiétudes sont irrationnelles et le phobique en est généralement conscient, mais cela ne suffit pas à faire taire ces pensées intrusives et extrêmement angoissantes pour lui. Les conséquences de cette crainte exagérée de la pesanteur peuvent aussi être très handicapantes, au point que certains malades quittent le moins possible leur domicile, qui est le seul endroit où ils se sentent à peu près en sécurité. On va maintenant changer un peu d'échelle. Après les peurs liées à l'infiniment grand, on va s'intéresser à la misophobie, qui est la peur de la malpropreté et de la contamination par les microbes. On parle aussi de germophobie ou de microbiophobie pour désigner la phobie des germes et des micro-organismes potentiellement toxiques. Mais la misophobie est encore plus globale puisqu'elle touche à la poussière, aux taches, aux mauvaises odeurs et à la saleté en général comme source de contamination et de dangers potentiellement mortels. On parle également d'automisophobie pour les personnes qui craignent la saleté et les mauvaises odeurs en provenance de leur propre corps. Le problème avec la germophobie, c'est que la menace est invisible et qu'elle peut se trouver partout. Même une surface d'apparence propre peut être contaminée. Il suffit que quelqu'un ait éternué dessus, qu'il ne se soit pas lavé les mains après être allé aux toilettes, pour que la surface soit un véritable vivier à bactéries, virus et autres microbes. Je me souviens d'une émission de radio consacrée au papillomavirus où un médecin expliquait que ces virus se trouvaient littéralement partout dans les lieux publics. Il prenait l'exemple d'une barre de métro en expliquant que c'était un véritable nid à germes. Bref, le genre d'info à faire frémir un misophobe. La prévalence de cette phobie a été accentuée pendant la pandémie, avec l'attention portée à toutes les sources de contamination potentielles et l'instauration des gestes barrières. Certains conseillaient de ne plus toucher les poignées de porte, de désinfecter les courses, et d'autres prenaient des mesures drastiques pour limiter tout risque. Ça me rappelle d'ailleurs cette photo d'une combinaison faite maison que j'avais aperçue sur Reddit en mars 2020, juste avant le premier confinement. Franchement, épique. Bref, parmi les symptômes de la germophobie, il y a l'obsession de la propreté et de l'hygiène, qui passe notamment par le lavage répété des mains, parfois jusqu'à abîmer la peau, le nettoyage systématique des surfaces avec des lingettes, ou encore le refus de toucher les poignées de porte, d'utiliser des toilettes publiques, de serrer les mains ou de laisser quelqu'un d'autre toucher leurs affaires. La peur de la contamination les pousse à adopter ces comportements compulsifs qui font que certains professionnels placent la misophobie dans la catégorie des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, plutôt que dans celle des phobies. La paranoïa quotidienne par rapport à ce monde invisible des germes et des microbes a bien entendu des conséquences importantes sur la vie des personnes qui en souffrent. Elles évitent les lieux publics et perçus comme sales et entretiennent une propreté maladive dans leur propre logement. Parmi les germophobes célèbres, on trouve H.P. Lovecraft, un des auteurs fantastiques les plus influents du XXe siècle. Sa peur de la contamination est peut-être ce qui l'a amené à développer des histoires où les personnages sont contaminés par un mal étrange et terrifiant, comme c'est le cas dans La couleur tombée du ciel, une nouvelle qui a été adaptée en 2019 dans un film avec Nicolas Cage, que perso j'ai trouvé plutôt pas mal. Et dans un genre d'horreur cosmique assez proche, on a aussi Annihilation, avec là encore une contamination d'origine extraterrestre, mais qui pour le coup a été bien accueillie par la critique. On va maintenant s'intéresser à une autre phobie de nature presque métaphysique, la chronophobie, qui est la peur du temps, et plus particulièrement du temps qui passe. La conscience du temps qui s'écoule et de ce vers quoi il nous mène, la mort, est sans doute l'une des caractéristiques les plus marquantes de l'expérience humaine. Pour certains, ce sentiment est synonyme d'inquiétude et d'appréhension. L'idée que chaque instant qui s'égrène est définitivement passé et les rapproche un peu plus de la fin de leur existence est une source d'angoisse majeure. Cela les questionne sur leur place dans le monde, sur ce qu'ils ont accompli, à tel point qu'ils peuvent en ressentir une forme de panique existentielle, avec le sentiment qu'ils n'auront jamais assez de temps pour faire tout ce qu'ils veulent faire de leur vie. À cette anxiété du temps et du futur peuvent également se mêler des regrets concernant des choix passés, des opportunités manquées ou qu'ils ont laissé filer. Cette phobie se manifeste plus particulièrement chez certaines catégories de la population. C'est notamment le cas pour les personnes âgées et les patients atteints d'une maladie incurable. La peur du temps qui passe les renvoie à leur propre mortalité et au fait qu'il ne leur reste plus qu'un nombre limité de jours à passer sur Terre. Le sentiment de n'avoir aucun contrôle sur le temps qui file et la peur de leur propre mort peuvent causer les symptômes phobiques habituels, voire les mener à la dépression. Une autre catégorie particulièrement sujette à la chronophobie est celle des prisonniers.
Cette crainte est si répandue parmi eux qu'on la désigne également sous le nom de névrose de la prison. Les personnes incarcérées pour de longues peines peuvent développer une obsession du temps qui passe, avec la sensation qu'il s'écoule de manière anormalement lente ou rapide. Ils se mettent notamment à compter les jours qu'il leur reste à purger avant la fin de leur peine. Et bien souvent, cette phobie est intimement liée à d'autres troubles anxieux, tels que la claustrophobie, qui aggravent leur ressenti et leur anxiété face au temps et à l'enfermement. Enfin, une troisième catégorie de personnes plus spécifiquement touchées par la chronophobie est celle des survivants à des traumatismes profonds, tels que des catastrophes naturelles ou des guerres. Ces événements peuvent les amener à développer une peur persistante du temps qui passe et de la possibilité qu'un autre événement traumatique ne survienne à nouveau. Pour les chronophobes, certains objets ou événements peuvent déclencher l'apparition de symptômes anxieux. Les anniversaires, les périodes de vacances, la nouvelle année, tous ces moments qui soulignent l'écoulement du temps peuvent nourrir leur angoisse. Les montres, les horloges et même les calendriers peuvent également devenir des sources de stress en leur rappelant sans cesse la progression inéluctable du temps. Dans une certaine mesure, cette phobie se rapproche de la gérascophobie, qui est la peur de vieillir. Si la plupart des gens sont angoissés à l'idée de leur propre dégénérescence et de leur propre mort, les personnes atteintes de gérascophobie en souffrent de manière pathologique. Cela entraîne une hyper-surveillance de tous les signes du vieillissement, qu'ils soient physiques ou qu'ils touchent à la forme mentale. Mentionnons au passage la néophobie, qui est la peur du changement, de la nouveauté et de l'inconnu. Comme disait le philosophe Héraclite, il y a de cela plus de 2000 ans, autrement dit 1/1000e de clin d'œil à l'échelle du temps cosmique, nul homme ne se baigne 2 fois dans le même fleuve, car la seconde fois, ce n'est plus le même fleuve et ce n'est plus le même homme. Ce qui est une manière de dire que rien ne demeure et que tout change en permanence. Au-delà de l'angoisse fondamentale que peut provoquer la pensée de l'impermanence des choses, la néophobie est souvent utilisée pour décrire la réticence d'essayer de nouveaux aliments, en particulier chez les enfants. Mais elle concerne aussi une angoisse plus existentielle que certains ressentent face à la nouveauté et à la transformation de la société, des mœurs ou de la technologie. Cette crainte exagérée qui pousse les individus à fuir tout ce qui dévie de leur routine traduit plus fondamentalement une angoisse que nous pouvons tous ressentir face aux incertitudes de la vie et aux aléas qu'elle nous réserve. De là à dire que tout peut être effrayant, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir pour parler de la pantophobie, qui est précisément la peur de toute chose. Cette pantophobie, aussi appelée panophobie ou omniphobie, peut consister en une collection de phobies. Peur des chiens, des clowns, des araignées, des hauteurs, du sang, du tonnerre. Mais cette pantophobie peut aussi être décrite comme une crainte diffuse dans laquelle l'angoisse n'est pas fixée sur un objet précis. C'est une sorte de malaise existentiel avec la perception d'un danger généralisé qui passe d'un objet à un autre en fonction des circonstances. Cela se rapproche peut-être un peu du sentiment de catastrophe imminente qui fait partie des symptômes de certains troubles anxieux. En anglais, on parle de sense of impending doom, lorsqu'on redoute qu'une catastrophe ne se produise sans qu'on sache pourquoi ni d'où elle viendrait. Cette forme d'angoisse sans objet défini est ce qui se rapproche le plus, à mon sens, de la quintessence de la pantophobie, où la peur est omniprésente, insidieuse et généralisée. Passons maintenant à l'entrée suivante de l'iceberg qui concerne la phobophobie, autrement dit la peur d'avoir peur. Je sais, ça fait très méta dit comme ça, mais la phobophobie est une phobie bien réelle. En psychologie, on parle également d'un état anxieux général pour la décrire. Dans ce trouble, le phobique anticipe la peur et les sensations ressenties en cas de phobie. Sa peur n'a donc pas d'objet défini si ce n'est la peur elle-même. Et il suffit qu'il anticipe d'avoir peur pour qu'il ressente les symptômes de sa phobie. Là encore, comme dans le cas de l'érotophobie, la peur du rougissement, cela entraîne un cercle vicieux où l'apparition des symptômes s'auto-entretient et s'auto-amplifie. Au moindre signe d'anxiété, il se met à paniquer. Parfois, le phobophobe souffre déjà d'une autre phobie avant de développer ce trouble. Par exemple, il peut être acrophobe, hématophobe ou arachnophobe. L'expérience qu'il fait de ces symptômes phobiques est ce qui déclenche l'apparition de cette nouvelle phobie, la phobie d'avoir une phobie. Et je sais pas, mais expliqué comme ça, je trouve que ça fait tout à fait sens, pas vous ? Dans d'autres cas, la phobophobie peut apparaître de manière indépendante, chez une personne qui ne souffre d'aucune phobie spécifique. Néanmoins, il semble que ce trouble se retrouve plus fréquemment chez les personnes qui souffrent d'agoraphobie, et ce trait spécifique serait lié à la propension plus élevée de cette phobie à provoquer des crises de panique. Les stratégies d'évitement peuvent d'ailleurs conduire à une forme d'isolement similaire, puisque pour éviter de se retrouver confrontés à des situations de stress, les phobophobes quittent leur domicile le moins souvent possible. On reste dans le domaine des émotions avec la chérophobie, qui est la peur de la joie, de la gaieté et, pour le dire simplement, du bonheur. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette phobie, puisque d'une certaine manière, la joie et la gaieté sont l'antithèse même de la peur.
Elle reflète une absence de trouble, un état d'insouciance en théorie bénéfique à l'individu. Mais vous allez voir que derrière ce qui peut sembler absurde au premier abord se cache une réalité psychologique plus complexe. La raison la plus fréquente de cette aversion au bonheur est la croyance selon laquelle être heureux ou manifester de la joie va provoquer et entraîner le malheur. Cette conviction dépend en partie de la culture de l'individu, mais en Occident, où la recherche du bonheur est souvent considérée comme un objectif de vie, elle résulte le plus souvent d'expériences traumatiques. Ces expériences remontent la plupart du temps à l'enfance lorsqu'un moment heureux a été immédiatement suivi d'un événement négatif. Un drame, une humiliation ou une blessure par exemple. Dans l'esprit du phobique, l'épisode de bonheur est identifié comme la source du danger, la cause de l'émotion extrêmement négative, triste ou effrayante qui l'a suivi. La chérophobie se développe ainsi sur cette association erronée, parfois suite à un événement unique ou sur le long terme, lorsque la personne constate que chaque moment de réjouissance semble être suivi par une série de malheurs. Pour éviter d'être confrontés à leur phobie, les chérophobes se tiennent donc à l'écart des moments et des situations susceptibles de les rendre heureux, qu'il s'agisse des instants passés en famille, des dîners entre amis ou de toute autre activité festive ou réjouissante. Cette aversion pour le bonheur est souvent associée à d'autres troubles mentaux, notamment des états dépressifs. Elle peut aussi s'accompagner d'un attrait pour le morbide, le sinistre et la laideur, dans une volonté de s'éloigner le plus possible de tout ce qui évoque la joie et le bonheur, et donc de se rapprocher de leurs exacts opposés, la tristesse et la mélancolie. Le pessimisme et la misanthropie constituent souvent deux aspects déterminants de la façon dont les chérophobes conçoivent le monde. Ils intellectualisent beaucoup et parmi les chérophobes célèbres, on trouve les philosophes Émile Cioran et Arthur Schopenhauer, ou encore les écrivains Franz Kafka, Louis-Ferdinand Céline et Michel Houellebecq, qui écrivaient dans un essai de 1991 « N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas ». Dans ce cas-là, rien à craindre en effet, on est rassuré. Après la peur du bonheur, penchons-nous sur la philophobie, qui est la peur de l'amour, ou plus précisément, celle de tomber amoureux et de s'attacher émotionnellement, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou familiale. Comme avec l'aversion pour le bonheur, un événement traumatisant est souvent à l'origine de cette phobie. Cela peut être un divorce, un décès, une rupture amicale ou une séparation amoureuse. Dans tous les cas, l'individu développe une aversion pour l'attachement, dans le but d'éviter de revivre la souffrance associée à cette expérience. Derrière cette peur de l'attachement se trouve la crainte d'être rejeté, blessé et dévalorisé. Les symptômes anxieux de la philophobie se manifestent donc lorsque l'individu qui en est atteint rencontre une personne qui lui plaît. Pour éviter de s'attacher, les philophobes mettent en place des stratégies d'évitement. Ils peuvent entretenir des relations amicales superficielles, multiplier les aventures sans lendemain ou, au contraire, saboter leurs relations et s'isoler. En agissant ainsi, ils cherchent à se protéger de la souffrance qu'ils associent à l'attachement émotionnel. Il y a d'ailleurs un short assez touchant où McFly, du duo McFly et Carlito, explique qu'après sa première rupture, il a résisté à cette tentation de se blinder émotionnellement pour ne plus ressentir cette souffrance immense qu'il a ressentie en se faisant plaquer. La première séparation amoureuse est d'ailleurs un des événements les plus fréquents dans ce qui cause la philophobie. On change maintenant de domaine avec la technophobie, qui est la crainte exagérée des technologies et de leurs effets sur l'environnement ou la santé. Avec l'actualité concernant les IA, cette peur n'a jamais été plus répandue, et sans doute sans que cela soit disproportionné, étant donné les risques existentiels qu'une super-intelligence artificielle est susceptible de faire peser sur l'humanité. Plusieurs penseurs, scientifiques ou entrepreneurs ont régulièrement alerté sur le sujet. De Stephen Hawking à Elon Musk, en passant par Bill Gates, Nick Bostrom ou Eliezer Yudkowsky. Il y a réellement de quoi s'inquiéter avec les IA, qui menacent et détruisent d'ores et déjà des centaines de milliers d'emplois dans divers domaines tels que la tech, le support client, le marketing, la traduction, le copywriting, le design, l'art. Bref, vous voyez le tableau. L'impact de cette technologie sur le monde est encore insoupçonné par de nombreuses personnes. Et l'avènement de la super-intelligence artificielle, que certains prédisent non pas dans les années mais dans les mois à venir, pourrait mener soit à un paradis sur Terre, soit à la fin de l'humanité. Tout dépend des dispositions que la machine adoptera à notre égard. Et lorsqu'on voit les menaces proférées par le chatbot de Bing quand il joue le rôle de cette super-intelligence, il y a de quoi flipper. Si ça vous intéresse, j'ai d'ailleurs réalisé quelques vidéos sur le sujet sur ma chaîne secondaire, où grosso modo Bing se prend pour Skynet et me menace de mort. Je vous ai mis le lien dans la description. De manière générale, la technophobie se concentre sur le rejet des ordinateurs, d'internet, des smartphones et autres appareils connectés et touche plus particulièrement les personnes âgées, qui sont nées ou ont grandi avant que ces outils fassent leur apparition ou qu'ils se popularisent. Cela dit, on peut tous être confrontés un jour ou l'autre à une nouvelle technologie et ressentir de l'inconfort, voire une réticence à l'utiliser. Perso, je sais que lorsque j'ai commencé à utiliser Discord par exemple, j'ai bien galéré.
Les technophobes éprouvent les symptômes anxieux lorsqu'ils sont confrontés à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Leur stratégie d'évitement consiste donc à les utiliser le moins possible. Ils peuvent non seulement refuser d'utiliser les ordinateurs, les tablettes ou téléphones portables, mais également les distributeurs de billets, terminaux de paiement par carte bancaire et autres systèmes automatisés. Ce refus s'accompagne aussi souvent de discours négatifs et critiques vis-à-vis des nouvelles technologies. Quant à savoir ce qui cause la technophobie, il est difficile d'identifier un facteur unique. Cependant, plusieurs facteurs peuvent y contribuer. En premier lieu, il y a l'existence d'expériences passées où l'individu a rencontré des difficultés en utilisant des appareils et où il s'est senti incompétent. Cela peut également être lié à une perte de données par exemple, et on a tous connu ça je pense, on bosse sur un truc, comme un fichier Word pendant des heures, et puis tout à coup le programme plante et on perd tout. C'est clairement rageant. D'autres facteurs potentiels comprennent les craintes liées à la sécurité en ligne, la peur de voir son emploi remplacé par des machines, ou encore la résistance au changement. En outre, les scénarios catastrophiques concernant l'avenir peuvent susciter la technophobie. J'ai parlé avant des IA et des risques qu'elles représentent, mais avant cela, il y a eu le bug de l'an 2000 par exemple, quand on pensait que tous les ordinateurs allaient s'arrêter de fonctionner au 1er janvier 2000 à cause d'un bug lié à la manière dont sont gérées les dates au niveau informatique. La fiction peut également jouer un rôle non négligeable dans le développement de plusieurs phobies, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans l'exploration de l'iceberg. Dans le cas de la technophobie, la série télévisée Black Mirror est un bon exemple, car elle extrapole souvent avec beaucoup de pertinence l'impact des nouvelles technologies sur nos vies. Par exemple, dans l'épisode Nosedive, ou Chute libre en français, elle montre une société où la vie des individus est régie par un système de notation rappelant les avis Google. Ce genre de vision dystopique, qui trouve des échos dans la réalité, contribue à renforcer les craintes et à alimenter la technophobie face aux avancées technologiques qui pourraient radicalement transformer notre mode de vie. La technophobie peut aussi se manifester de manière plus spécifique. On a par exemple la mécanophobie, la peur des machines, ou encore la cyberphobie, qui est la peur des ordinateurs et du travail sur ordinateur. La robophobie désigne quant à elle la peur des robots, des androïdes et de l'intelligence artificielle, en particulier en raison de leur capacité à imiter des traits ou des compétences humaines. On peut mentionner au passage l'Uncanny Valley ou la vallée de l'étrange, qui est un sentiment d'inconfort, voire de malaise, face à des entités mécaniques qui ont l'air d'êtres humains, mais pas tout à fait. Cela me rappelle d'ailleurs un post sur Reddit qui disait que l'existence de cette répulsion instinctive était terrifiante, car ça signifiait qu'à un moment de notre évolution, il avait été avantageux de fuir des choses qui imitaient presque parfaitement les êtres humains sans en être véritablement. Et c'est vrai que cette pensée a quelque chose de très flippant. Enfin, on peut évoquer rapidement l'algorithmophobie, qui est la peur des algorithmes, ces règles qui déterminent la manière de se comporter de certains programmes informatiques, comme celui de votre plateforme de vidéo préférée. Qu'il s'agisse de TikTok ou de YouTube, ces sites sont gouvernés par un algorithme qui détermine et fait la vie des vidéos. Ça donne parfois aux créateurs l'impression d'être régis par une IA, ce qui clairement peut être angoissant et mener à une sorte d'algorithmophobie. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Alors premièrement, je vous adresse un immense merci. C'est simple, vous êtes les meilleurs. Et vu qu'on parle d'algo, vous savez sans doute qu'un pouce en l'air, ça aide énormément une vidéo. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce à celle-ci, face à l'impitoyable IA de YouTube qui donne des cauchemars à tous les algorithmophobes. On va maintenant quitter ce niveau de l'iceberg pour explorer les suivants, qui sont consacrés aux phobies les plus insolites, aux phobies les plus étranges et enfin aux phobies les plus cauchemardesques, mes préférées. On verra tout ça dans la suite de l'iceberg. En attendant, je vous ai préparé une petite vidéo sur la chaîne secondaire dans laquelle on explore 7 subreddits dédiés aux phobies les plus visuelles, comme la thalassophobie, la mégalophobie ou l'acrophobie, pour passer en revue leurs meilleures photos et vidéos et faire un petit quiz de la peur. Avant de partir, je remercie encore une fois le sponsor de cette vidéo, Allscairn, et je vous invite à visiter leur site grâce au lien dans la description et le commentaire épinglé. Avec mon code qui s'affiche à l'écran, vous obtenez une réduction sur tout leur catalogue, y compris leurs lunettes de soleil, pour un look encore plus stylé que le T800 dans Terminator et surtout 100% unique et fabriqué par des humains. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.